Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 298 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le grand bilan de nos over-under, nos paris qu'on a fait en preview de saison 2024, donc en octobre dernier. On fait le bilan de ces différents paris avec Azad du NBA Dreamcast Show et de QI Basket. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro, et ce n'est pas un bilan 2024, ce n'est pas un podcast théorique, ce n'est rien de tout ça, c'est un bilan, enfin, un podcast un peu plus free flow. Aujourd'hui, on va tout vous expliquer, on va parler de nos bilans de over-under, mais pour ça, on reçoit un habitué, c'est Azad. Comment vas-tu, Azad ? Eh ben, ça va, on est en train d'en discuter, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré un matin, donc voilà, petit réveil tranquille. Ce matin, mon réveil, il a sonné à 8h, j'étais là genre, pourquoi mon réveil sonne à 8h un samedi? Après j'ai dit, ah mais oui, c'est vrai, on doit faire un certain bilan aujourd'hui, donc très content d'être en pleine forme, en pleine matinée, debout pour faire ce bilan. Voilà, vis ma vie de podcasteur, mais quoique de podcasteur... Moi, je me réveille plutôt que 8h, hein. Bon, bref. Malheureusement, certaines obligations, mais je sais que tu en as aussi, on n'a pas les mêmes. Mais bref, bon, à part ça, ça va. On est le 31 août, là, au moment où on enregistre. La fin de l'été, t'es pas trop triste ? Non, bah, je suis actuellement dans une situation d'agent libre, on va appeler ça comme ça. Du coup, si tu veux, moi, l'été, septembre, décembre, ça reste des mois un peu tous les mêmes. Il y a juste la météo qui change, mais sinon, il y a pas, j'ai pas de rentrée des classes cette année, donc ça change pas grand-chose. Tu comptes pas faire un The Decision quand tu auras des offres avec une chemise en mode table de pique-nique comme LeBron à l'époque, non ? Tu te souviens pas de la chemise de l'époque ? Si, bah, je pense que c'est marrant parce que c'est une des premières images NBA que j'ai en tête parce que c'est la première saison que j'ai suivie. Et à l'époque, Ouais. C'était vraiment le truc qui revenait. Dès qu'il se passait un truc autour de LeBron la saison suivante, il y avait toujours des mèmes. C'était un peu l'explosion des mèmes aussi à cette Ouais. époque-là sur Facebook avec le Pizza Rolls d'OKC, Kobe qui passe pas la balle, il faut prendre un rebond pour récupérer la balle et tout. Du coup, ouais, c'est l'époque des mèmes en plus sur Facebook, donc ouais, j'ai bien l'image en tête. Bah même tu sais, le fameux mème connu mondialement, c'est la tête de Yao Ming en fait. Hein. Et Oui. tu vois, on en parlait, enfin moi j'en parle à mes potes, je dis mais vous savez que c'est un basketteur lui en fait. Ah bon non, je savais pas, je connais juste sa tête, c'est le mec des mèmes quoi. Non, c'est un mec qui fait 2m42. Mais non, mais effectivement ça s'est passé un 8 juillet, ça c'est cette fameuse nappe sur le dos, mais bon, c'était une autre époque. D'ailleurs, enfin c'est marrant, on a vécu ça, il n'y a pas les réseaux sociaux, ça aurait été encore pire quoi aujourd'hui. Enfin je sais pas, c'est très très bizarre. Bref, on divague déjà. Azad, bon tu vas bien, tant mieux. Azad du NBA Dreamcast Show, pardon, de QI Basket, où tu as un peu d'actu là-bas aussi, non ? L'actu sur QI Basket, alors non, je crois pas. En tout cas, Non, sur le NBA Dreamcast Show, je veux dire. ouais, sur le Dreamcast Show, on a continué à faire un peu des petites vidéos. Donc c'est cool. Franchement, l'outil YouTube pour promouvoir un peu le basket, c'est sympa. On a beaucoup de gens qui commentent, qui nous connaissent pas de Twitter et du coup qui découvrent un peu la chaîne directement via YouTube. Et je trouve qu'en termes d'interaction, YouTube, c'est quand même pas mal pour avoir des retours assez constructifs. Les gens prennent quand même pas mal le temps d'aller dans les détails et ça se voit qu'ils ont regardé la vidéo ou qu'ils ont écouté le podcast en entier. Donc je trouve ça assez cool. La communauté YouTube, en tout cas, est assez bienveillante pour l'instant. Bah surtout on voit que MrBeast ça commence à aller pas très bien, donc il y a peut-être une place à prendre Il y a une en place été. à prendre. Je pense. Mais bref, fermons ce chapitre-là. Non, alors aujourd'hui, soyons un peu sérieux, même si on est un peu en mode free flow là, vous le sentez déjà dès le début. Aujourd'hui, en fait, on voulait faire un bilan. On avait fait un podcast dans nos previews de 2024, donc en octobre dernier, octobre 2023, si je ne dis pas de bêtises. On avait fait un podcast de over-under. Alors, Azad, explique-nous qu'est-ce que c'est des over-under. Tu voulais le faire absolument, je t'en prie. Oh, waouh. Alors, du coup, on annonce une statistique qui pourrait être, par exemple, 20 points par match. Et on dit, on va prendre, je sais pas, Colin Sexton, et on va dire, est-ce que Colin Sexton va faire over ou under 20 points par match? Donc, est-ce qu'il va en marquer plus, ou est-ce qu'il va en marquer moins? Mais On fait des paris en fait. voilà, on fait des paris. Mais il y a un moment où il faut faire assez attention, c'est parce que parfois on a parié sur des classements. Parfois on a dit, est-ce que les Raptors vont être la 5e meilleure attaque de la ligue? Et si on dit over,
est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on a voulu dire que ça serait du coup la 6e ou pire attaque de la ligue, ou over dans le sens meilleur, et du coup 4e ou moins? Je pense qu'on a voulu dire over dans le sens de au-dessus de 5, donc moins bon que 5e attaque. Et du coup, voilà. De toute façon, je pense Je suis perdu. Je suis perdu déjà. Ouais, mais mais je pense que le but, c'est que dans tous les cas, on les reprenne un par un. Mais Non, mais en gros, c'est mieux. Est-ce qu'on parie qu'il fera mieux ou moins bien? Voilà, c'est c'est un ça. peu On aurait l'idée dû faire ça, en fait. On aurait dû l'appeler mieux ou pas mieux, et ça aurait été vachement... Mieux, pas mieux, ouais. Peut-être pour l'an prochain, mieux, pas mieux. On fera un mieux, pas mieux. En français, mieux, en pas plus, mieux. en français, dans le texte. Exactement. Ça serait pas mal. Oui, parce qu'effectivement, il y a cette nuance de genre, par exemple, en défense, plus tu es ender, mieux c'est, quoi. Plus le chiffre est petit, mieux c'est. Donc, bref, on se mélange là-dessus. Non, mais voilà, c'est un peu en mode free flow parce qu'on voulait aussi conclure la saison comme ça. Alors, idéalement, on aurait dû l'enregistrer avant et ça aurait pu être publié à la fin des, des bilans 2024. On n'a pas pu, c'est pas très grave. Mais là, on est début septembre pour vous. Ça conclut définitivement l'année avant de lancer la prochaine, on va dire. Quoique nous, on n'a pas fini l'intersaison, mais voilà. Et bien, si t'es prêt, on peut y aller. Alors, à moins que t'aies d'autres remarques. Eh ben, non, je suis fin prêt. Eh bien, allons-y. On va voir qui aura eu le plus raison. Oui, tiens, on va compter les points là. J'ai pas prévu, on va compter les points. Ah, super. Et puis si à la fin tu as plus de points que moi, je passerai ça à l'as et j'oublierai de le citer à la fin. Le podcast. Non, mais c'est aussi une manière de parler de jeu, vous avez compris aussi, de faire un peu des paris. Première stat qui avait été proposée, je crois, par toi, c'était le pourcentage de paniers assistés pour Jaden McDaniels. La ligne, on avait fixé la ligne, comme on dit, à 66%. Azad avait dit under, Guillaume avait dit over. Alors qu'en est-il de la réalité, Azad? Et bah, du coup, c'est over. C'est 72%. Donc, il est resté quasiment autant assisté, entre guillemets, qu'il l'était déjà l'année dernière. Et cette stat, c'était pas trop pour parler de ce chiffre en particulier du pourcentage de paniers assistés, mais plus pour parler un petit peu du potentiel offensif de Jaden McDaniels. Et je pense qu'on peut dire que j'ai été déçu, que ce soit dans l'utilisation ou la réalisation. En réalité, je m'attendais à un peu plus de responsabilité, un peu plus de création. On avait vu un peu des petits flashs au post-up, des petits flashs sur drive et même sur pull-up à mi-distance. Et je m'attendais à ce que pour la saison suivante, ils développent un peu plus ça du côté de Minnesota. Et au final, non, il est resté un joueur en bout de chaîne avec des tirs dans les corners et au cercle, mais il n'y a pas eu d'énormes changements dans son utilisation. Et son efficacité a en plus chuté à 3 points, ce qui fait qu'il est passé d'un joueur qui était plus efficace que la moyenne à un joueur moins efficace que la moyenne. Donc bon, ça reste sur un petit volume, mais dans tous les cas, il y aurait pu avoir soit une explosion d'efficacité en gardant le même rôle, soit un rôle plus grand et une perte d'efficacité. Là, on a eu le même rôle avec une perte d'efficacité, donc on a eu un peu un double effet déception. La défense est toujours très bonne et c'est pas du tout ce qu'on remet en question, mais sur l'attaque, c'est vrai que après avoir signé un aussi gros contrat, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un peu plus de place, mais je m'attendais aussi à ce qu'il y ait un trade dans la saison de Gobert, Kat ou Nasrid qui lui aurait laissé plus de place. Et en fait, malgré en tout cas, ils ont ils sont sur le cap, sous le cap. Enfin, par rapport au cap, ils dépensent énormément d'argent et je pense qu'ils vont être dans le second apron. Je m'attendais à ce qu'ils bougent en fonction de ça et ils n'ont pas bougé. Donc, il y a aussi là où peut-être que le pari a été manqué, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de place, même en termes de humains, et ça n'a pas été le cas. Alors après, juste pour recontextualiser, donc en carrière, avant ça, il était à 84% de paniers assistés, donc 84% de ses paniers étaient consécutifs à une passe décisive, donc dans l'esprit, on imagine, créé par autrui, c'est un peu ça l'idée, 84%, 81% en 2022, c'est la deuxième année, 75% en 2023, et donc toi, t'avais misé 66, la ligne, et t'avais dit en dessous, donc c'est-à-dire, on t'espérait que ce pourcentage continue à baisser, et qu'en gros, il y ait une prise de responsabilité offensive. Donc c'est vrai qu'au-delà même de l'efficacité, qui est aussi une conversation à part, mais même dans le jeu, t'avais un peu misé sur ce côté, il va un peu exploser offensivement en termes de responsabilité offensive, et c'est vrai que, on a déjà un peu parlé dans les bilans 2024, mais si ça vous avez dit d'aller le réécouter, mais ce qui est un peu marrant avec McDaniels, c'est qu'il est devenu défenseur d'ultra élite, etc. Ça, on le remet pas trop en question. D'ailleurs, tu as parlé du gros contrat. Tu vois, finalement, il est pas si gros que ça. Il a signé l'an prochain, il sera à 23, 24, 26, 28, 29.
bon, franchement, en plus, dans le nouveau CBA où le budget salarial va être plus haut parce que contrat TV plus haut, etc., c'est pas si scandaleux que ça. Enfin, je veux dire, il a pas signé un contrat max non plus, quoi. Mais je pense que c'était plus toi par rapport, parce que t'aimes beaucoup le joueur aussi. Et je me souviens que l'été dernier, t'étais très chaud sur ce côté prise de responsabilité. Mais, pardon, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il est devenu défenseur d'élite, alors que, pour le coup, à Sadorf, c'est pas tant que ça, pas à ce point, en tout cas, sa carte maîtresse. Et c'était un mec qui, à la fac et un peu dans son cursus, avait un peu ce côté un peu créateur d'attaque, quoi, mine de rien. Alors, pas avec du playmaking, mais un peu pour lui-même, créateur de points, je veux dire. Donc, c'est pas un mec qui sort qui a jamais été une star, qui a toujours été le 3&D glue guy de son équipe, même à la fac, même en high school, etc., quoi. Tu vois, c'est un mec qui avait un petit bagage, et peut-être le truc où on peut douter, et peut-être que pour l'an prochain, on repariera là-dessus ou pas, mais il y a un côté où tu sais, tu regardes le pourcentage global, bon, il est encore très très assisté, mais par contre, c'est vrai que parfois il te sort une petite isolation avec un pull-up, ou parfois on appelle un système, Chris Finch il adore faire ça, un système où ça commence sur l'aile gauche, et puis on fait genre, il y a 2-3 actions sur l'aile gauche, un pick and roll, un écran, et puis hop, on renverse de l'autre côté, et il y a tout un quart de terrain qui est libéré pour McDaniels, qui va attaquer dans l'espace sur isolation depuis le périmètre, ou alors un petit post-up face à un mismatch, ou ce genre de truc. Donc je trouve que finalement le chiffre, le chiffre est parlant parce que ça reflète l'entièreté de son jeu, mais ce que je veux dire, pardon, c'est que sur certains flashs, tu vois, les paniers non assistés, c'est pas genre du rebond offensif ou des trucs comme ça. Il y a de la vraie création en fait. Il y a de la vraie création, et en plus, comme tu l'as dit, c'est ces flashs-là qui font que j'ai du mal, moi, à le catégoriser comme seulement un trendy, et je pense que quand j'annonce ce pari, je me projette un peu sur qu'est-ce que moi j'aimerais qu'il devienne, plus Ouais. que qu'est-ce qu'il aurait pu devenir déjà cette année. Et en réalité, il a que 24 ans, donc il y a peut-être aussi, ça peut arriver plus tard, un peu une éclosion là-dessus, je pense. Donc bon, ce sera à voir, mais clairement, c'est dommage peut-être de ne pas l'avoir plus vu là-dedans, mais d'un autre côté, je sais pas si ça correspondait vraiment à ce que Minnesota avait besoin, parce qu'ils avaient une défense élite, mais par contre, ils avaient que la 15e ou 17e attaque, et je pense que plus le responsabiliser, tu prends encore plus de risques, et je pense pas qu'ils avaient une marge offensive suffisamment grande pour pouvoir le tester offensivement. Ouais, et puis tu vois, Edwards a aussi augmenté en volume. Là, on parle de volume, non pas de Ouais. pourcentage de panier assisté, mais même au niveau du volume. Donc, vu qu'il joue avec les titulaires, il joue beaucoup avec Edwards, qui a lui-même plus de ballons. Towns aussi, gros volume. Nasrid, quand il est sur le terrain, est beaucoup utilisé. En Ouais. tout cas, il finit beaucoup de possessions, donc un gros usage aussi, plutôt. Enfin, gros, 21%, mais c'est toujours plus que McDaniels, qui est même pas 15%, quoi. Qui est le deuxième pire de l'équipe, parmi la grosse rotation avec Gobert, quoi, grosso modo. Et bon, on verra pour la suite, mais c'est vrai que, comme tu dis, un peu cet aspect où il n'y avait pas tant de place que ça cette année, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est cantonné à ça, hormis 2-3 flashs où il peut faire de la vraie création, mais il n'y a pas eu l'explosion en termes de volume ou en termes de panier assisté, parce que, mine de rien, il est resté sur 2-3 cartouches occasionnelles, et puis le reste du jeu, je joue avec les titulaires, et donc je joue un peu dans le rôle de 4e, 5e option offensive, quoi, finalement. Aussi, oui. Oui, d'accord. D'ailleurs, je suis impardonnable, je ne l'ai pas cité en intro, j'aurais dû le faire. Merci à MLM du Discord qui nous a compilé tout ça, les over-under, donc merci à lui. Il l'a fait en plus il y a quelques semaines, quelques mois même déjà. Donc merci MLM du Discord qui nous a fait tout ça. C'est grâce à lui qu'on peut faire cette émission, évidemment. Mais bref, donc voici pour le premier. Donc un point pour moi, alors c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je vais le dire que quand c'est moi qui aurai le point, on est d'accord. J'ai bien compris, t'inquiète, je prends note. Deuxième stade qui avait été proposé, 3 catch and shoot par match pour Trae Young. Et donc évidemment ma page ne marche plus. Est-ce que tu l'as sous les yeux ou pas, Trae Young? Alors 2. Voilà. Et donc toi tu avais dit under, moi j'avais dit under, donc tous les deux a priori on a eu un point. Donc en gros on s'attendait un peu à ce côté un peu plus explosion relative en tout cas du jeu sans ballon qu'on n'a pas trop eu en fait. Alors en fait déjà, je pense que en disant 3, on s'est peut-être un peu emballé parce que l'année d'avant, il était à 2. Et je pense que en fait cette année, il est Non mais passé. c'était fait exprès. Moi, je me souviens que c'était un peu fait exprès que je disais ça, parce que justement, l'an dernier, il était à pas beaucoup, et on se disait, allez, enfin, il y a Quinn Snyder pour une vraie saison, Ouais. ça voilà. Et bien non, déjà ça a presque doublé, donc c'est déjà un bon point, mais ils sont pas allés aussi loin qu'on a tous les deux espéré là-dedans dans l'utilisation off-ball de Trae Young, même si on peut quand même voir que son nombre de paniers assistés a quand même un peu augmenté. Donc il y a une certaine volonté de le faire.
Après, est-ce que Dejounte Murray était potentiellement le joueur avec qui ça aurait pu marcher? C'est même pas sûr. Mais tu vois, l'année dernière, il est à 29% de paniers assistés, alors que la saison d'avant, c'était 21% de ses paniers qui étaient assistés, et la saison d'encore avant, 17%. Ouais. Donc, il y a une petite augmentation de son nombre de paniers qui intervient après une passe décisive. Mais je sais pas à quel point, en fait, Quinn Snyder a une volonté de vraiment l'utiliser off-ball. Et peut-être que l'année prochaine, je veux dire, le chiffre va rediminuer sans Dejounte Murray et on pourrait avoir un truc encore plus héliocentrique et encore plus moteur de l'attaque qu'on a eu avant, vu qu'il est maintenant presque seul créateur avec Bogdan Bogdanovic qui sera son relais un peu sur le banc. Mais bon, un peu déçu et peut-être qu'aussi c'est pas forcément un shoot et un comportement qui lui convient parce que c'est vrai que je trouve sans ballon, je le trouve pas hyper proactif, disons. Il y a des systèmes où il est sans ballon et il va suivre ce qu'il est censé faire, mais je trouve que dans le flow de l'attaque, s'il a pas le ballon, il est pas forcément proactif et il se rend pas forcément disponible les peu de fois où il a pas le ballon en attaque. Ouais, bah le syndrome, pardon, un peu de je suis un joueur héliocentrique, donc je bouge assez peu quand j'ai pas la balle, quoi. Ouais. Finalement, quand les joueurs tombent un peu là-dedans, c'est compliqué de faire le chemin inverse. C'est facile de glisser un peu là-dedans, parce que voilà, le statut, etc. Mais de revenir un peu, c'est compliqué, mais c'était un peu l'espoir qu'on avait, c'était de dire bon, bah, ça va un peu recommencer, quoi. Avec Quinn Snyder en plus, qui est un coach créatif offensivement, on l'a vu à Utah, qui a fait des attaques d'élite, etc. Bon, bah finalement, c'était un peu l'espoir. Surtout donc avec Dejounte Murray, on se disait bon, bah Murray, c'est pas génial en termes d'efficacité, en termes de style de jeu, etc., etc. Mais au moins, peut-être qu'une des valeurs, ce serait de Dejounte Murray peut porter la balle et ça permettrait de développer un peu plus tout ce qui est, même pas que catch and shoot statique, hein, mais même des jeux en sortie d'écran. Tu vois, j'avais noté Ouais. aussi sur ma fiche d'octobre aussi un pari là-dessus sur deux possessions en off-screen, comme on dit, donc en sortie d'écran. J'avais misé sur deux. Et il en est à 0,6 par match cette année. Donc on est assez loin des deux par match. Bon, deux par match, c'est pas non plus énorme en plus, hein, tu vois. Et pareil, au niveau des catch and shoot, donc on a dit, on avait fixé la barre à 3. Bon, ben 3, pour vous dire, c'était au même niveau l'an dernier que des Jaden McDaniels, que des Santi Aldama, que des Damian Lee. Enfin, c'était pas énorme, quoi. Et donc voilà, on avait un peu cet espoir qui finalement n'est jamais vraiment venu. Et c'est peut-être un peu dommage parce que je pense qu'il y a un peu plus de shoot que ça. Je pense pas qu'on est sur un niveau de shoot d'élite comme Curry, comme des mecs comme ça, évidemment. Mais je pense qu'on pourrait le faire bouger un peu plus et c'est toujours, voilà, toujours le challenge avec des mecs qui s'installent un peu dans ce système héliocentrique, c'est pour recommencer à bouger, c'est compliqué, quoi. Tu vois, toujours pareil, hein, tout ce qui est James Harden, ça bougeait un peu plus avant qu'il y ait cet embourgeoisement. Westbrook encore plus, où à la base c'était plutôt un role player cutter à UCLA plutôt qu'un vrai meneur, etc., etc., quoi. Donc ouais, un peu déçu. Et en plus, tu me contrediras si tu veux, mais ce qui est marrant, c'est qu'Atlanta, finalement, a un peu, avec l'échange de Murray, ils ont fait le chemin inverse d'il y a 2 ans, c'est-à-dire, finalement, ok, l'association des deux, ça marche pas trop, on va rebasculer complètement dans un système, justement, où c'est Trae Young qui a un peu toutes les responsabilités, et c'est lui, le porteur de balle, à haut volume, en fait. Bah, c'est un peu l'impression que j'ai. Et pas pour faire mon insider, mais c'est vrai que quand j'avais posé la question à Quinn Snyder et je lui avais demandé de parler un peu d'utilisation off-ball de Trae Young, une des premières choses qu'il a dit, c'est important de l'avoir off-ball, mais là où il est le plus menaçant en comparaison à la moyenne des joueurs NBA, c'est quand il a le ballon. Est-ce que c'était pas une manière de lui, de sa part, de te dire que, en fait, déjà, Murray, c'est pas top, quoi. Oui, potentiellement ça peut être ça aussi, mais d'un autre côté, il y a une certaine réalité de quand il a le ballon dans les mains, t'as pas mal de fois où où il y a deux joueurs qui viennent du coup très vite en début de possession lui sortir le ballon des mains, et peut-être que ce qu'il a besoin à côté de lui, c'est plus des connecteurs que d'un autre porteur de balle. Et en réalité, je pense que c'est peut-être plus ce qu'ils sont en train d'essayer de faire dans l'idée tu vois, de recréer des gens témérés, qui est un deuxième porteur de balle dans les agrégats avec des connecteurs et du coup qui seront plus efficaces que des gens témérés. Mais du coup, ouais, je pense que c'est un peu l'idée et je pense qu'en plus Bojan Bogdanovic a un bon relais et en plus il peut jouer quand même à côté de lui aussi s'ils veulent justement avoir ce côté un peu deuxième porteur de balle en côté de Trae Young. Donc je pense que ce sera suffisant et j'espère vraiment voir une attaque élite ou en tout cas une attaque un petit peu innovatrice l'année prochaine chez les Hawks.
Juste pour dire, hein, quand tu dis j'ai parlé à Quinn Snyder, c'est pas que genre t'es invité par lui pour le repas du dimanche, hein, c'est que t'as été à Boston accrédité pour Q-Basket, donc t'as pu poser des questions, on le précise parce que tout le monde n'a pas l'histoire, quoi. T'es pas le petit neveu de quelqu'un de connu. Non, je suis pas le petit neveu de Queen. Apparemment, il parle français, mais j'ai pas eu l'occasion de vérifier ça. Mais apparemment, il parlerait français en plus. Donc peut-être si j'y retourne l'année prochaine, peut-être. Bon, à Atlanta, ça me fait un peu moins rêver, mais je sais pas. Peut-être qu'on testera ça un jour. Est-ce que dans son non, dans son parcours, il est pas passé par la France, peut-être éventuellement. Non, je confonds avec Kenny Atkinson qui est passé par la France beaucoup, par Montpellier notamment, etc. Donc c'est pour ça. Mais non, Quinn Snyder, non. Non, mais effectivement, pour Trae Young, c'est un peu je pense que ce sera un peu tout le cas de toute sa carrière en fait. Cet aspect, à quel point, sans rêver de jeux off-ball à la Curry ou de trucs comme ça, même Lillard à une époque, mais sans aller jusque-là, à quel point est-ce qu'on va arriver à pousser un peu le curseur pour lui obtenir des paniers plus faciles, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc ok pour Trae Young et son jeu sans ballon. Et on avait un deuxième sur Trae Young qui était, on avait donc la barre à 104,5, hein. Alors ça n'existe pas, mais c'est comme ça qu'on fixe les barres, comme ça on est sûr d'être soit au-dessus, soit en dessous. 104,5 de True Shooting Plus. Donc le True Shooting Plus, qu'est-ce que c'est? C'est l'efficacité relative à la moyenne, donc plus 4%, enfin 104, la moyenne est à 100, ça veut dire plus 4%, 105, plus 5% évidemment. Bref, est-ce que Trae Young a été au-dessus de 104,5 de True Shooting Plus à Zad? Eh ben non, 101. Aïe aïe aïe. Au moins, il a été au-dessus de la moyenne. Oui, mais effectivement, alors je sais plus qui de nous deux avait dit ça, mais il faut se rappeler aussi qu'il sortait de quelques saisons de très haut niveau, enfin Ouais. de bon niveau, hein, franchement, et notamment la fameuse, tu vois, depuis, bon, on enlève la saison rookie, où tous les rookies porteurs de balles sont assez mauvais là-dessus, ok, mais après, tu vois, il fait 2020, 21, 22, il fait du 105, 103 et 107 en 2022, ça, son énorme saison 2022, un peu sous-cotée, je trouve, plus 7% d'efficacité à la moyenne, sur un énorme volume, avec un 3 points qui rentre beaucoup, etc. Donc là, moi j'avais un peu misé là-dessus, un peu en fait sur un retour à la normale en fait, parce que tu vois, la 2023, on sortait de la 2023 à l'époque du podcast où il avait été un peu décevant. Mais donc il y avait 2022 107 et ensuite 2023 99, donc moins 1% par rapport à la moyenne. Bon, alors je vérifie, on avait dit quoi? On avait dit over tous les deux, donc on a tous les deux 0 points, là-dessus on est d'accord. Ouais, pour l'instant, il y a 1-0, je crois, ou 2-1. Oui, il y a 2-1. 2-1, ouais, 2-1. Mais ouais, on n'a pas retrouvé ça. Quid un peu, où est-ce que ça a un peu pêché? Je pense que c'est un peu dans le jeu, parce que tu vois, un simple coup d'œil sur le 3 points, qu'est-ce qu'a bloqué en 2023? C'est une panne d'efficacité à 3 points, justement, et donc vu qu'il en prend beaucoup, c'est un peu tiré vers le bas. Donc en 2023, il était à peine 33% et demi à 3 points, donc en dessous de la moyenne. Là, cette année, il était à 37 à 3 points, donc au-dessus de la moyenne, donc c'est un peu tout le reste du jeu, notamment les 2 points, etc. Les drives aussi, peut-être un peu, qui a été un peu moins bon qu'attendu sans doute, quoi. Ouais, puis peut-être la capacité à aller sur la ligne des lancers francs aussi, elle est un peu variable, je trouve. Mais je pense que c'est parce que son corps aussi, avec une petite taille, c'est parfois plus difficile d'arriver à vraiment provoquer ces fautes-là et pas juste être contré. Et c'est vrai que tu vois là, son shooting full percentage, il est à 12. L'année d'avant, il était à 14. Avant, ça a été à 9 et avant encore Ouais. à 14. Donc, il y a un truc un peu instable là-dessus. Et du coup, l'instabilité de la fréquence au lancer franc plus l'instabilité de la variance à 3 points, je pense que ça force un petit peu d'avoir difficile d'anticiper sa valeur d'efficacité au scoring sur une saison. Oui, alors que tu vois, sur les longs pull-up à 2 points, finalement 42%, c'est bien, hein. Au niveau des 40%, ça commence à être pas mal. C'est juste que la fameuse année 2022 où il a fait un top score d'efficacité, il était à 52. Ouais. Bon, je pense que c'est peut-être un peu ça le côté surchauffe, parce qu'en plus, une saison, c'est pas un échantillon énorme, mais au-delà de ça, au-delà de ce côté surchauffe ou pas, un peu sur les longs 2, sur les pull-up, on va dire, le cercle, c'est pas bon, quoi. Le cercle, ça fait 2 ans que c'est pas bon. À quel point est-ce que c'est par rapport aussi à des jeunes téméraires, par rapport au spacing, par rapport à l'association? Peut-être aussi, c'est pas le même type de drive non plus, je sais pas, mais clairement, on a une efficacité qui est pas top au panier depuis 2 ans, et une efficacité générale qui est pas top depuis 2 ans, hein. Comme dit, c'est 2 pires scores en carrière, 2023 et 2024 à l'efficacité générale, si on enlève la saison rookie, évidemment. Mais voilà, c'est peut-être ça pour l'an prochain, c'est aussi un truc qu'on va espérer sans doute, c'est ok, plus de responsabilités, de nouveau hélicentrique, mais là où son profil a de la valeur, c'est aussi quand c'est efficace, parce que s'il y a juste un rendement moyen de NBA, c'est intéressant, évidemment. La valeur n'est pas que l'efficacité, personne n'a jamais dit ça, mais voilà, l'attrait de Trae Young, c'était aussi le fait que en fait, c'était pas juste un mec qui était au niveau de la moyenne, c'est qu'il était au-dessus, quoi. Donc on attendra ça, pardon.
peux enchaîner avec un autre over-under qu'on avait fait qui ne va pas être en ma faveur, je crois, puisqu'on avait fixé une ligne à 36% de réussite à 3 points pour Alperen Sengun. Tu avais dit over, j'avais dit over. T'avais dit over? Là sur la fiche il est marqué over, mais j'avais souvenir que t'avais dit moins. Je sais pas trop pourquoi. Moi je me rappelle avoir dit under de la fréquence, parce que du coup il y a deux over-under sur Sengun. Du coup il y en a un sur la réussite pour le volume, ouais. Et moi, du coup, c'est ça, j'ai mis under sur le volume, mais sur la réussite, j'avais dû mettre over aussi comme toi, hein. On va faire confiance à la personne qui a pris le temps de réécouter le podcast. Et alors, au final, qu'en est-il? Eh bien, on a Alperen Sengun qui est à 29% à 3 points. Allez, 30%, on va lui donner 29,7, on arrondit. 30% à 3 points, donc pas du tout à 36% qui est la réussite moyenne de NBA. Et surtout, le volume n'a pas trop augmenté. Et c'est peut-être ça qui manque le plus, parce que, enfin non, l'efficacité c'est pas bien non plus, mais même au niveau du volume, on voit que ça prend toujours pas, qu'on est même pas à 2 par match, quoi. Donc le pari qu'on avait fait, c'était quoi? C'est 3 tentatives par match. Moi, pour expliquer un peu la théorie, c'était l'aspect, il y a des fondations pour le jump shot en termes de toucher de balle, en termes de coordination, etc. Donc ça peut le faire. Et je m'attendais à ce qu'enfin on arrive à construire la mécanique. C'est pas le cas. Et le fait que le volume non plus ne vienne pas, c'est un peu une déception, parce que ça manque un peu, quoi, finalement. Si c'est juste un passing hub qui est pas trop respecté à 3 points et qui est pas non plus cette option de pick and pop, ça manque un peu quand tu as d'autres stars, je sais pas, mais d'autres joueurs majeurs de l'effectif qui sont des porteurs de balles. Ce pick and pop ferait un peu du bien, quoi. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de le faire un peu shooter, mais j'ai l'impression que c'est plus du mi-distance, du long mi-distance sur du pick and pop que du 3 points. Un peu l'impression que c'est que comme alors Ford au milieu des années 2010, il faudrait le faire reculer, quoi. En réalité, quitte à prendre ce genre de tir. Son utilisation, du coup, j'ai pas énormément regardé Houston, mais un peu de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu, beaucoup d'utilisation en poseur d'écran sur du pick and roll, ou du coup un peu moins de pick and pop. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un peu dommage, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment la manière la plus perspicace de l'utiliser. Quand, tu parles de ses qualités de main et même de positionnement, de footwork. Donc bon, un peu surpris de son utilisation. Peut-être que ça sera amené à changer l'année prochaine. En vrai, la réalité à chaque fois, c'est que j'ai l'impression qu'on parle de Sengun depuis hyper longtemps, et en fait, il a que 22 ans. Donc c'est vrai que bon, c'est pas non plus. Là, il a rajouté 3 points par match par rapport à l'année prochaine. Ça peut aussi venir de manière un peu plus organique et continuer à augmenter au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il va y avoir besoin qu'il apporte un peu de shooting et qu'il soit potentiellement mieux utilisé pour être vraiment, même tu vois, je pense pour son passing, il sera peut-être encore plus punitif s'il est un peu éloigné du cercle, et du coup dans un meilleur spacing, parce que du coup s'il est toujours utilisé dans une zone entre 0 et 3 mètres du cercle, l'intérieur qui défend sur lui est beaucoup plus proche du cercle pour pouvoir apporter de la protection de cercle, parce que souvent Sengun va être défendu par un protecteur de cercle. Du coup, le fait qu'il soit proche du cercle, ça handicape un peu l'attaque de cette manière-là aussi. Donc je pense que pour son passing et même pour les biens de l'équipe, il sera plus utile s'il est un peu plus éloigné de temps en temps du panier, ouais. Pour expliquer un peu le raisonnement, pourquoi est-ce que on parle de ça, c'est que notamment, moi j'avais fait une comparaison au même âge, en fait, entre Sengun et Jokic. Non pas pour dire il va être aussi bon que Jokic, au contraire, mais il y avait certaines similarités, et tu vois, notamment au niveau du shoot, on avait des indicateurs qui étaient très similaires au même âge. Jokic à son âge, à 19 ans, comme Sengun, son année rookie, c'était pas non plus un top shooter de lancer franc, il y avait beaucoup de ressemblances, et donc il y avait ça, il y avait le fait que sa mécanique, en termes de vraiment de gestuelle, elle est très mauvaise, elle est pas bonne du tout. Donc ça, plus le fait que par ailleurs il a un toucher de balle, une précision, un doigté assez fabuleux, tu te dis, il y a le capital de base, mais c'est juste qu'il est pas bien structuré, en fait, ce shoot. Donc tout ça mis ensemble faisait que j'avais un peu espoir que le jump shot vienne, et je l'ai encore, mais c'est juste que effectivement, les années commencent à passer. Bon, ça fait que 2 ans, hein, après ce podcast comparaison. Mais depuis 2 ans, c'est vrai que là où, par exemple, Jokic, très vite, ça a commencé à décoller. On a vu beaucoup notamment des shoots un peu en sortie d'écran, un peu des shoots en mouvement. La mécanique est devenue beaucoup plus stable. L'indicateur de lancer franc, toujours important, a décollé de suite à plus de 80% pour un Jokic, par exemple. Sengun, non. Sengun, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc en fait, c'est pas trop shooté, quoi. Et
tu vois, et parfois il y a des mecs, c'est juste, ils ont la bonne mécanique, mais ils ont pas ce doigté, ou alors ils ont pas la coordination main-œil, ou ils ont pas ce genre de capital de base, en fait, génétique. Et, et Sengun, j'ai l'impression qu'il a un peu ça, c'est juste qu'il sait pas, il sait pas faire le bras, quoi. Ou enfin, pas que le bras, mais tu sais, la poussée des jambes et tout. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est plus à l'aise, plus proche du panier, sur les longs deux, ou sur des fade-away, au poste bas, ou trucs comme ça. C'est que il y a la précision et le toucher, donc cette précision pure, en fait, ce shooting pur, on va dire, qui est plus facile à faire autour du panier quand t'as pas besoin de pousser sur les jambes et de tirer très loin, quoi. Et le problème, c'est que comme il a pas trop cette bonne mécanique, bah, quand il faut pousser un peu plus sur les jambes, bah, ça marche pas trop, quoi, parce que ça dérègle un peu tout, quoi. Alors que proche du panier, il fait juste avec les bras, quoi. Enfin, avec les mains, grosso modo. Je caricature un peu, mais il y a un peu cette idée. Et bah, comme dit, voilà, c'est là aujourd'hui au même âge, on peut plus le comparer à Jokic. Les indicateurs sont plus du tout pareils, et même au-delà d'indicateurs stats, comme dit, bah, sa mécanique elle est pas top. Bon, on va pas faire du détail, mais tout ce qui est set shot, la poussée des jambes, etc., c'est pas là. Le lancer franc, c'est pas là. Et je trouve que c'est un peu un gâchis, même si, comme dit, il a 21 ans, bientôt 22, je sais plus où, il vient d'avoir 22, ouais, il vient d'avoir 22. Bon, on est encore très très tôt, ça peut encore être un très bon joueur, même sans jump shot. C'est juste que moi, j'imaginais un plafond très haut s'il y avait ça, quoi. Notamment, s'il y avait un peu ce côté 3 points en plus, ça pouvait être un truc assez génial, quoi. Donc, un peu déçu, et surtout d'autant plus déçu que, bah, tu vois, c'est pas, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est pas Sabonis, c'est pas des mecs comme ça. Pour moi, on pourrait construire un meilleur jump shot que ça, quoi. Donc, c'est un peu décevant. Bah, après le construire, faudrait repartir du coup et avoir, je sais pas, un coach spécialisé là-dedans, changer sa mécanique parce qu'il y a quand même, t'as l'air de dire qu'il y a quand même des choses un peu structurelles qui fait mal. C'est pas seulement une idée de Ouais. le mettre dans des bonnes positions et lui enfiler plus, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais tu vois, le fait que il n'a pas été utilisé tant que ça en tant que, comment dire, héliocentrique. En tout cas, c'est pas lui qui a eu les rênes de l'attaque. Donc, beaucoup utilisé en finisseur. Et pourtant, très faible volume à 3 points. Oui. Bah, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Parce que tu te dis, bon, ben, au moins, c'est pas le centre de l'attaque. Il y a beaucoup de porteurs de balles, etc. Il est un poseur d'écran. Bon, au moins, on va un peu titiller sur le jeu sans ballon. Et le fait qu'il ait beaucoup été utilisé en off-ball, peut-être plus que ce que j'aurais voulu, mais que le pick and pop était pas trop là, ni en réussite, ni en volume, bah, c'est un peu décevant. Mais comme dit, bon, il a encore tout, on reste accroché à ça. Donc voilà, donc là, 1 point pour toi, hein, pour le volume, 0 pour aucun de nous deux pour la réussite, mais 1 point pour toi pour le volume, on est d'accord. Ensuite, alors attention, est-ce que t'es prêt, Azad, pour le over-under compliqué qui est à l'envers? Oui. 4,5, 4,5e meilleure défense de la ligue pour les Sixers. Alors pourquoi 4,5? C'est parce que en fait dans la site de Paris ils font ça pour te forcer à choisir, hein. Tu peux pas, comme ça tu peux pas être à égalité. Tu peux pas être si on met à 4 et que toi tu dis enfin bref, vous avez compris. Donc 4,5 t'es obligé de choisir. Toi t'avais dit over, moi j'avais dit over. Qu'en est-il, Azad, du classement de la défense des Sixers? Alors, du coup, ils sont 11e défense. Donc, on a tous Ouais. les deux eu raison. Mais ce qui peut être juste intéressant à souligner, c'est qu'ils sont 11e avec très peu de matchs d'Embiid. Et sur les minutes où Embiid est sur le terrain, si on prend le defensive rating de ces minutes-là, il serait 2e défense. Ok. Donc voilà, c'était juste... je pense que le over-under, là, il peut paraître un peu cassé parce que du coup, on avait annoncé à peu près 5e du coup. Et on se retrouve plus vers le milieu de tableau, mais je pense que c'est aussi fortement dû à une absence d'Embiid quand même sur le terrain, parce que nous on avait un peu annoncé ça dans l'idée où Nick Nurse du coup devenait le coach de Philadelphie, et il y a toujours eu des bonnes stratégies défensives, disons. Et ça se voit directement, par exemple, avec en tout cas des stratégies aussi très particulières, agressives entre guillemets, où on va retrouver par exemple beaucoup de pertes de balles infligées à l'adversaire. Et ce qui est assez intéressant à regarder, c'est que ils sont passés de la 10e défense à la 11e défense du coup de l'année d'avant à l'année dernière. Donc tu pourrais dire que c'est la même défense, mais les indicateurs par contre statistiques des four factors défensifs, eux ont pas mal évolué. Et par exemple, ils laissent beaucoup plus de rebonds à l'adversaire, mais ils provoquent beaucoup plus de pertes de balles. Et c'est intéressant de voir que, en réalité, tu peux avoir le même niveau d'efficacité défensif avec une approche qui est totalement différente. Oui, je crois qu'on avait parlé d'ailleurs dans les bilans 2024, ça, de ce côté jeu des possessions, hein, vraiment. L'aspect de mais finalement tu vas gratter des cartouches ailleurs, quoi, enfin des points ailleurs. Mais alors là où c'est dommage, alors tu disais quoi, ta stat, c'est que les minutes que avec Embiid, c'est ça? Ouais, minutes qu'avec Embiid dans les WoWi, j'ai 111,3 de defensive rating.
Ouais, et donc ça serait deuxième si on le comparait à tous les autres defensive ratings. Ouais. Bon, là où je trouve que c'est pas totalement juste. Oui. Enfin, en tout cas, c'est pas. C'est galvaudé, voilà, un petit peu. Bah ouais, parce que pourquoi est-ce que les autres équipes, tu prends les minutes où il y a pas les titulaires? Oui. Genre, tu vois, par rapport à Gobert ou quoi. Mais non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu prends jusqu'à mi-janvier. Je crois que la blessure a été à peu près à ce niveau-là. Mi-janvier 2024, donc début de saison mi-janvier, ils sont cinquième meilleure défense de NBA en fait. Donc, Oui. donc on n'était pas si loin que ça, quoi, tu vois, finalement, de ce côté, on avait prédit autour de la 5e place. Bah ouais, en fait, on a cette combinaison des schémas agressifs, de Nick Nurse avec son matos qu'il aime bien, et en plus, donc, avec aussi un Embiid qui peut aussi faire de la protection de panier d'élite, hein, quand il veut, quand il est en forme, etc. Et c'est peut-être ça, moi, ma petite frustration, là encore, on a déjà parlé, excusez-moi si je me répète, mais c'est que je pense que l'an dernier, il manquait un peu ce poste 4, on va dire, qui apportait un peu de flexibilité dans les line-up, notamment qui était capable de défendre des postes un peu plus gros pour permettre à Embiid d'être off-ball, vraiment en safety, en libéraux, j'ai toute la liberté d'aider au panier plutôt que de me taper le gros ou de devoir rester sur le gros, ou si le gros s'écarte du panier, il faut que je reste avec lui. Je pense qu'il manquait un peu ça. Donc on fait pas l'an prochain, mais si l'an prochain on a un peu plus un profil comme ça, capable de défendre un peu plus les plus gros, tu vois, comme on avait eu PJ Tucker, tu sais, il y a 2 ans, ça permet, je pense que Nick Nurse pourrait se faire plaisir avec un côté, on libère, on déverrouille totalement le potentiel off-ball et de Joel Embiid pour juste l'avoir en protecteur de panier un peu sans responsabilité, quoi. Et là-dessus, ça pourrait être génial. Donc je pense que sur l'idée, même si ça n'a pas été le cas, en plus il y a eu des blessures, mais on reste un peu dans l'idée qu'on peut avoir une défense d'élite en fait, hein, avec à la fois Nick Nurse, plus Embiid, en plus on a rajouté Paul George, donc ça devrait faire des dégâts pour l'an prochain en fait. Ouais, clairement, du coup, ça va être assez intéressant à suivre, je pense, là-dessus l'année prochaine, même comment Paul George va être utilisé. Et tout en sachant qu'il y aura toujours aussi des joueurs un peu à cacher défensivement avec Maxi qui va être souvent sur le terrain. Donc, à voir aussi même le rôle de Kyle Lowry. Peut-être qu'il va jouer pas mal de minutes aussi l'année prochaine dans cette équipe des Sixers. Donc, à voir. Kyle Lowry, évidemment qu'il va jouer Kyle Lowry. Pourquoi tu en doutes? Il va être fabuleux. Bon, il y a plus d'attaque, mais il va jouer. Non, mais effectivement. On a aussi hâte de voir en fait une vraie saison, hein, très simplement. Eh bien, prochaine stat dont on avait parlé, c'était moins 10% de perte d'efficacité infligée au panier pour Victor Wembanyama. Ouais. Donc, c'est-à-dire les adversaires sous le panier face à Wembanyama, est-ce qu'ils allaient shooter bien ou pas bien? Grosso modo, je caricature un peu, mais il marque un peu il inflige 10% de perte d'efficacité lui versus quand les joueurs affrontent d'autres, la moyenne tous les autres adversaires NBA. Bref, on avait dit over tous les deux. Ouais. Et donc, où est-ce qu'on en est, Azad, de ce chiffre? Moins 10,7. Ouais, il est déjà élite en fait. Et on n'est pas mauvais à ce jeu quand même. Hein. Il est quand même déjà élite. Et je me souviens qu'on en avait parlé, on avait dit la fréquence, peut-être pas encore, l'aspect intimidation, etc. Mais à surveiller, c'est à quel point est-ce que déjà il peut être un playmaker. Il peut effacer des tirs au panier. Et quand il est sous le panier, il inflige. Il n'a pas encore un côté intimidation. Mais c'est vrai que même sur le côté intimidation, même sur la fin de saison, on a vu que ça commençait à apparaître, quoi. Clairement, même il y avait des flashs un peu peut-être au début de saison aussi, mais il se plaçait peut-être un peu moins bien. Je pense que la différence peut-être au fur et à mesure de la saison, c'est comment il se plaçait défensivement. Il y avait quand même pas mal d'erreurs. Après, il y en a encore beaucoup à effacer. Je pense, je suis pas non plus un expert là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a un peu des erreurs parfois de placement où il fait des trop gros paris entre guillemets sur son placement ou son comportement défensif. Mais c'est vrai que il y a déjà cette grosse capacité à être présent sur sur la défense du cercle. Et quand on regarde donc il y a moins 10 infligés en termes d'efficacité au cercle, et c'est le 6e joueur qui défend le plus de tirs au cercle. Derrière Jarrett Allen, Mobley, Sengun, Jokic et Brook Lopez. Et parmi ces 6-là, c'est lui qui fait descendre l'efficacité le plus. Et on le retrouve juste à côté de Chet Holmgren, qui lui est quasiment exactement dans les mêmes standards statistiques, que ce soit en volume ou en différence d'efficacité. Mais par contre, le style de Wembanyama et d'Holmgren est vraiment totalement différent, visuellement en tout cas. Oui. Et pour le coup, c'est vrai que il est quand même pas au niveau de Walker Kessler, hein, qui est un phénomène, mais qui sa saison rookie, avait fait des chiffres assez incroyables. Mais non, mais pour moi, il y a un aspect où
Je pense qu'on s'attendait un peu tous à un impact défensif déjà dès le court terme. En fait, Ouais. on a sans doute été plus impressionné par certains flashs offensifs, sans doute. Tu vois, tu reprends un peu les previews, les trucs comme ça de plein de monde. Bah voilà, tout le monde s'attend pas forcément à une explosion offensive, à des gros volumes, etc. Alors que, bon, là, le pari qu'on a fait, c'est sur la défense. Et déjà, il a un impact, malgré les imperfections un peu de... Tu vois, pour ça que je parlais de Kessler, parce que Kessler, il a beaucoup moins de taille, de longueur de bras et de potentiel, donc, mais c'est déjà plus un technicien, quoi. Les fondamentaux, le placement, l'angle, le timing, la coordination main-œil, etc. Wembanyama, il a même pas ça, il est déjà élite, en fait. Mais aussi parce qu'il a un tel potentiel physico-athlétique démentiel, en fait, et même historique, je pense, assez unique. Mais bref, là-dessus, on avait parié là-dessus parce qu'on se dit, bon, ça va venir assez vite ou ça peut, dès le début, être bon. Par contre, c'est vrai que l'attaque, on a plus été surpris par le volume qu'il a pris, surtout en fin de saison, là, pour le coup, où très peu au début, malgré quelques points au scoring. Ensuite, il a commencé à râler, les San Antonio qui le mettait un peu au frais en le faisant jouer 23 minutes par match. Et puis enfin, la fin de saison, on a un peu totalement lâché. Je crois qu'on n'a pas d'autres stats sur Wembanyama, mais clairement, si on avait fait un over-under sur l'attaque, on aurait sans doute, un peu comme tout le monde, eu faux, en fait. Ouais, bah l'attaque, surtout sur la fin de saison, quand tu regardes en termes de pourcentage d'usage, donc de volume quand il est sur le terrain, bah, c'est peut-être un des joueurs qui finissait le plus d'actions en fait sur les deux derniers mois avec des plus de 30-35% d'usage quoi. Même sur la saison, il doit être à plus de 30% d'usage déjà sur cleaning de glace. Donc ouais, Ouais. c'est énorme la responsabilité en plus au scoring et à la passe. Après le déchet et après on n'est pas là pour évaluer ni sa saison ni son attaque et tout, mais avec un tel volume vient un énorme taux de déchets aussi. Voilà, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. J'allais le dire. Et bah là, avec un grand usage vient des grands taux de perte de balles, de tirs ratés, une efficacité en dessous de la moyenne. Donc voilà, il y a encore des choses à peaufiner. Mais en tout cas, ça a été vraiment une saison laboratoire offensive et défensive, avec du coup plus ou moins de réussite. Je pense que la saison peut-être défensive est plus impressionnante en termes d'efficacité et d'impact, et la saison offensive est plus impressionnante en termes de volume et de choses assez ubuesques qu'il est capable de faire, mais quand même plus chaud de la défense que de l'attaque pour l'instant quoi. En tout cas, je sais pas si c'est toi ou moi qui l'avais dit. Je crois que c'était moi, non qui l'avais dit en octobre dernier. Mais en tout cas, merci, parce que ça va permettre de mettre Wembanyama sur la miniature YouTube, et donc ça va être génial pour les algorithmes. Non, mais évidemment qu'on avait parié sur un truc sur Wembanyama en début de saison, on ne pouvait faire que comme ça. Donc on avance un point chacun alors pour celui-ci. Le suivant, 15% de fréquence au cercle pour Kevin Durant. Et apparemment, on a oublié de répondre. D'après le document de MLM, on a oublié de répondre. Donc pas de points pour personne. Mais en gros, 15% de fréquence au panier pour Kevin Durant. Quelle était un peu l'idée? C'est à quel point est-ce qu'on va être sur un déclin physique, à quel point on aura encore de moins en moins de tirs au panier pour un peu continuer le déclin, mais enfin normal avec l'âge, je veux dire, ça n'a jamais non plus été un énorme driver, mais en plus avec l'âge il y a moins d'explosivité, il y a plus de shotmaking, avec l'âge ça vient aussi, donc voilà, 15%, et au final on s'est retrouvé à combien, Azad? 18. Donc ça va. Ça va, c'est son plus gros volume au cercle depuis 2020-2021. Mais après, ça reste bon, après, ça veut rien dire parce qu'il est considéré comme un intérieur, en fait. Mais ça reste c'est le 4e centile chez les intérieurs. Bon, c'est normal parce que c'est pas vraiment un intérieur, du coup, c'est un peu bizarre de le catégoriser comme ça. Mais ça reste un petit volume. Et par exemple, sur ces années à OKC, disons, je sais pas, 2014 ou 2015, il était plutôt autour des 28-27%. Ouais. Golden State, l'année 2017, il a 32% de tirs pris au cercle. Et à partir de Brooklyn, c'est là où ça commence vraiment à dégringoler. Bah, c'est la blessure au tendon d'Achille, tout simplement. Et depuis la blessure au tendon d'Achille, on est en dessous des 20%. Et là, on était à 18%. Après, en termes d'efficacité, on est sur des chiffres complètement lunaires. Il est à 77% d'efficacité au cercle. Donc, c'est assez dingue. Mais d'ailleurs, c'est Ben Taylor et Cody qui en parlent dans un de leurs podcasts où ils évaluent les meilleurs joueurs au cercle, je crois, je sais pas, des 10 dernières années ou des trucs comme ça. Je sais plus exactement c'est quoi l'idée. Et Cody parle de Kevin Durant et Ben Taylor est là, oui, très bien parce que l'efficacité est absolument lunaire, mais ça reste un petit volume. C'était déjà pas un très gros volume à OKC.
Et depuis la blessure, enfin OKC Golden State, et depuis le tendon d'Achille, ça l'est encore pas. Du coup, c'est toujours un peu difficile à évaluer sur t'es monstrueux au cercle, mais en fait, tu vas finalement que peu, ou en tout cas pas très peu, mais pas beaucoup, pas assez. Ouais, mais c'est un peu... comment dire, comme tu dis, il y a l'aspect blessure, il y a l'aspect aussi de l'âge, où en plus c'est un des meilleurs jump shooters de l'histoire, hein. Là pour le coup, pas que de l'ère moderne, mais de l'histoire. Donc voilà, il y a aussi cette solution qu'il a, et en plus il peut prendre des jump shots non contestés, enfin les jump shots qu'il prend par-dessus n'importe qui, ils sont pas contestés de toute façon, donc il peut arriver à faire partir le ballon. Après, bon, ce qui est toujours à noter dans ces chiffres de fréquence au panier, c'est que en fait, ça dépend des cas. Tu vois, si tu prends des 3&D, bon bah oui, ça peut être, il faut lire la stat un peu presque au premier degré. Parfois avec des stars, c'est vrai que tu as un peu cet aspect où n'oubliez pas que les lancers francs, techniquement dans le box score, dès que tu subis une faute, le tir n'est pas comptabilisé. Tu vas au panier, tu subis une faute, tu mets tes 2 lancers, ok, donc t'es 2 sur 2 lancers francs, mais 0 sur 0 au niveau du tir, mais techniquement t'es allé au panier, donc ça c'est aussi à prendre en compte. Et puis, je pense qu'avec un mec aussi avec lui, il y a aussi l'aspect de le short mi-distance aussi, un peu la zone des flotteurs, où c'est pas un vrai joueur de flotteur, mais il aime bien prendre ses petits pull-ups très très proches du panier. Ouais. Donc je pense encore on n'est pas du tout encore dans la caricature, peut-être qu'on aura dans 3, 4, 5 ans peut-être du mec qui est juste un mec de spot-up ou qui va pas trop au panier, ou voilà, c'est pas un Michael Porter Jr. quoi, par exemple, tu vois, ou un mec comme ça qui est juste jump shot, mais je peux pas aller au panier. Je pense qu'avec Durant, il y a à prendre en compte le fait que parfois il s'arrête un peu avant, avant la fin des drives, il prend le petit pull-up, ou parfois il prend les fautes. D'ailleurs, indicateur des fautes, je vais aller voir, mais voilà, tu vois, ça pour le coup, c'est un plus grand indicateur pour moi, c'est le fait que les fautes, ça chute. Et ça, en effet, c'est plus révélateur, en tout cas autant révélateur, parce que lui, il a toujours été un driver, provocateur de fautes d'élite, hein, pour le coup, toujours parmi les meilleurs de NBA, surtout à son poste et surtout par rapport relativement aux autres superstars. Mais tu vois, c'est un mec qui a toujours fait autour des 8, 9, 10 lancers francs par match en chiffre brut, mais même au niveau du shooting foul percentage, donc plus précis, les fautes provoquées pendant une tentative de tir, et non pas en général, non pas en dribblant, non pas en remontant le ballon, etc. Il a toujours été élite. Et là, tu vois, le score, il commence un peu à chuter à 11%. Bon, on sait que par exemple, les meilleurs de NBA actuellement sont autour des 20%. Les Jimmy Butler, les mecs comme ça. D'ailleurs, je crois qu'on va en reparler. Mais voilà, lui, il a chuté à 11%, alors qu'avant, les années d'avance, on était encore à du 14, 13, 15, dans ses meilleures années, 17, etc. Voilà, ça, c'est aussi peut-être un signe que voilà, le déclin, on peut le lire aussi, ici surtout, pardon. Ouais, clairement. Surtout que dans cette capacité à prendre des fautes la capacité de prendre des fautes, c'est surtout que tu les prends proches du cercle, et quand tu regardes un petit peu sur ses tirs en termes de fréquence, tu vois qu'il a pris 217 tirs au cercle plus 66 fautes provoquées. Donc sur la partie qui est vraiment au cercle, vraiment je crois que c'est moins de 6 pieds, alors que la partie du short mi-distance, c'est 420 tirs, donc il y a déjà 2 fois plus de tirs, mais 37 fautes provoquées dans cette zone-là. Donc, au final, t'as le truc il y va 2 fois moins dans la zone du cercle, mais il provoque toujours plus de fautes là-bas que dans les autres zones du terrain. Donc, c'est bien un petit peu le point central du problème peut-être de l'efficacité qui va finir par s'en aller aussi au fur et à mesure. Parce que de ne pas aller au cercle, tu te retires les points faciles au cercle, plus les lancers francs qui vont avec. C'est un peu le cercle vertueux de l'attraction du cercle, voilà. Bon, du coup, aucun point attribué pour nous sur cette question. 3, et puis juste un petit fun fact statistico-historico-tactico, si ça t'intéresse. Chers auditeurs, vous savez que je répète souvent que, enfin pas que moi, on dit souvent avec Antoine ou autre que Durant aux Warriors, ça n'a pas toujours été à ce point réaliser le potentiel qu'on aurait pu imaginer, etc. Et notamment le fait que c'est surtout la première année en fait qu'ils ont essayé, et qu'il s'est le plus fondu dans le style de jeu, et que bon, après on était plus en mode un peu plus facile, quoi, parce qu'ils étaient tellement au-dessus du lot. Et donc, au niveau de la fréquence au panier, c'est marrant parce que 32%, tu l'as cité en 2017, 32%, donc la fameuse année, la première année où il arrive, il essaie de s'intégrer bien au schéma et tout. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a le plus de tirs au panier? Parce qu'il y a beaucoup de cuts, beaucoup de mouvements sans ballon, etc. 32%, un score qu'il a jamais fait, son meilleur en carrière. Et puis ensuite, les 2 autres années, ça tombe à 23 et 24. Voilà, voilà la belle illustration de on a essayé à fond la première année, et puis après bon un peu moins, quoi. Un peu moins, on est retombé sur un peu le Durant de d'habitude, qui est évidemment très fort, hein, évidemment, c'est pas pour dire ça, mais pour cet aspect ils ont surtout essayé la première année, ça se voit ici aussi, c'est un peu marrant de ce point de vue là, enfin c'est marrant pour ceux qui aiment bien les stats, les gens un peu bizarres comme moi en tout cas. C'est marrant pour ceux qui ont un humour un peu particulier, mais oui, non, mais c'est sûr.
Très particulier. Alors attention, un autre compliqué. 5,5 meilleure attaque de la ligue pour les Suns. On reste un peu côté Phoenix avec Kevin Durant. 5,5 meilleure attaque de NBA. Tu avais dit over, j'avais dit over. Qu'en est-il, Azad? Eh ben, ils sont 9e, donc on a encore vu juste. On a vu juste. Donc on avait prédit que ça n'allait pas de suite marcher du feu de Dieu. En gros, grosso modo, il serait pas top 5. Exactement. Petit fun fact statistique, vu qu'on est un peu sur la branche Sur la de déconne. on est un peu sur la déconne. Assez marrant parce que ils sont que 25e en fréquence au cercle cette saison. Donc c'est la 25e équipe qui va le moins au cercle. Et pourtant, c'est l'équipe qui provoque le plus de lancers francs par... en tout cas, qui a le plus gros free throw rate, donc qui a le plus de lancers francs tentés par 100 tirs tentés, entre guillemets. Et du coup, ça va un petit peu à l'inverse de ce qu'on était justement en train de dire avec Kevin Durant, de plus tu vas au cercle, plus t'as des lancers francs. Bah, c'est marrant, Phoenix c'est un peu un contre-exemple là-dedans, mais c'est aussi parce qu'ils ont des joueurs qui, du coup, ont d'autres capacités et qui sont beaucoup dans la zone des mi-distances et qui arrivent aussi à être provocateurs dans cette zone-là. Mais du coup, voilà, c'était un peu le fun fact statistique des Suns cette saison. Bah, pas tant que ça, je trouve qu'au contraire, ça vient confirmer ce qu'on dit. C'est-à-dire que, en fait, dans le chiffre des. Quand tu subis une faute, le tir n'est pas comptabilisé. Donc, quand tu subis une faute en allant au panier, bah, du coup, il n'y a pas marqué qu'il y a un tir au panier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais du coup, c'est un peu ce que je disais avec Durant. Et je pense à quel point est-ce que c'est le cas aussi pour Phoenix, de genre, en fait, il y a marqué qu'il y a une très très faible fréquence de tir au panier. Et en fait, dans la réalité, ils sont pas 30e, ils sont genre 22e, mais parce qu'en fait, il y a plein de fautes sur des tirs au panier, ou quand ils vont au panier, ils y vont, ils prennent une faute, mais du coup, le tir n'est pas comptabilisé comme un tir au panier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors moi, je suis pas. Le truc, c'est que par exemple, sur Cleaning de glace, ils mettent dans la fréquence au cercle Durant, ils mettent le nombre de tirs qu'il a pris plus le nombre de fautes provoquées. Oui, c'est vrai. Alors peut-être que pour les équipes, ça fonctionne pas comme ça, mais pour le joueur, en tout cas, ça comptabilise les shoots plus les fautes provoquées. On peut envoyer un mail à Ben, il y a son adresse mail partout sur le site, on enverra un mail à Ben de Cleaning de glace pour savoir comment c'est comptabilisé. Mais peut-être que c'est le cas pour les équipes, mais j'ai l'impression que pour les joueurs, en tout cas, ils additionnent les deux. Ouais, effectivement. Et du coup, l'attaque de Phoenix, qu'est-ce qui a pas vraiment marché? Un peu dans l'aspect mathématique des choses, ils ont été très efficaces sur le mi-distance et ils en ont pris énormément. Mais du coup, c'est pas aussi rémunérateur que ça en termes d'efficacité. Je pense que c'est un des premiers aspects qui peut-être leur porte un peu préjudice, c'est que ils sont très efficaces en termes d'effectif field goal. Ils sont 7e en termes d'effectif field goal, donc entre guillemets l'adresse avec une petite nuance d'efficacité en termes de 3 points, mais qui prend pas en compte les lancers francs. Et par contre, c'est une équipe qui a perdu beaucoup de ballons. Et du coup, je pense que c'est peut-être là aussi où le bas blesse, parce qu'offensivement, sinon, ils sont top 8 dans tous les indicateurs offensifs, mais ils sont que la 9e attaque. Ça vient aussi potentiellement c'est un peu ce manque-là à la perte de balles, parce qu'ils ont du coup eu beaucoup de pertes de balles. Et je pense qu'il y a aussi un problème sur le régime de possession qu'ils ont eu, parce qu'ils ont eu énormément de possession sur demi-terrain, parce qu'ils n'ont pas justement été capables de provoquer non plus de la transition. Parce qu'en plus d'être mauvais à la protection du ballon, ils ont perdu beaucoup de ballons eux. Ils ont été un peu moins, ils n'ont pas été capables de bien protéger le rebond défensif et ils n'ont pas été capables de générer beaucoup de pertes de balles. Donc, tu as ce truc-là défensif qui fait que tu génères peu de transition. Peu de transition, c'est moins de possession rémunératrice en termes d'efficacité. Et du coup, t'as tous ces trucs-là qui font que malgré plein d'indicateurs très positifs en attaque du côté de Phoenix, c'est seulement la 9e attaque parce qu'il y a aussi un peu des défauts structurels qui viennent pas seulement de l'attaque, mais aussi un petit peu de la défense. Ouais. Non, mais il y a un peu ce truc de y mettre leur tir, mais le problème c'est qu'ils prennent des tirs qui sont pas toujours hyper rentables comparés aux autres. Donc même s'ils mettent leur tir, ça rapporte moins de points. Je caricature un peu, mais c'est l'idée. Plus comme tu as dit un peu la question des pertes de balles où tu perds des cartouches, hein, donc c'est des possessions à littéralement 0 points par possession, hein, parce que t'as même pas un tir au bout. Donc voilà. Et puis je pense que l'autre problème, non pas pour refaire tout ça, mais à mon avis la question du vrai meneur, je suis pas sûr que ça ait tant manqué que ça, même si je sais que c'est pas trop la vie générale, mais je suis pas convaincu on n'est plus dans une NBA qui réclame d'avoir un vrai meneur gestionnaire, donc pour moi c'était pas tant que ça un problème.
sous certains aspects, mais c'est vrai qu'au niveau des pertes de balles, par contre, c'est un peu dommage. Donc là, en ajoutant Tyus Jones, peut-être ça va faire du bien là-dessus, même si c'était pas nécessaire en termes de jeu, parce que la free flow offense, désormais, t'as plus besoin d'un meneur qui remonte la balle, qui dit toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas au poste, etc. Ça, il y a plus besoin. Par contre, c'est vrai que c'est un mec qui perd très peu la balle, donc ça va aider, comparé donc à ce qu'il n'avait pas. Il y a aussi un aspect de spacing qui, à mon avis, était assez problématique en fait l'an dernier, et notamment. Enfin, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur les stars, des stars qui peuvent être avec et sans ballon, ok, mais il restait pas tant que ça d'argent pour faire du bon spacing avec des top role players, ou alors tu avais du Grayson Allen et du Eric Gordon qui shootaient bien, mais qui défendaient pas bien, donc on a un peu toute l'année jonglé entre ces deux types de profils, alors que voilà, les équipes qui vont au bout, c'est des équipes qui ont un roster rempli de mecs qui peuvent faire les deux, quoi. Où tu peux pas choisir, t'as pas à choisir. Alors que Phoenix, il y avait toujours un peu cet aspect de est-ce qu'on met des line-up défensifs, mais donc on va le payer en attaque, ou est-ce qu'on met Grayson Allen et Eric Gordon, ou d'autres, hein, mais du coup, on prend le en défense, quoi. Donc tous les points qu'on va marquer en attaque, on va aussi en encaisser d'autant plus en défense. Donc je pense que le spacing a été un problème. Après, c'est vrai que pour moi, là où c'est pas une surprise, c'est que ces réunions de stars, ça marche assez rarement de manière incroyable dès l'arrivée des stars. Surtout donc avec ce genre de profil où on l'avait dit, hein, mais c'est 3 joueurs de pull-up, mais c'est aussi 3 mecs qui sont pas non plus des vrais drivers implacables. C'est pas non plus des mecs, c'est pas un Luka Doncic, quoi. C'est pas un mec qui à lui seul peut être un générateur d'attaque énorme, quoi. Je pense que ni Devin Booker n'est ça, ni Durant n'est ça, ni voilà. C'est pas une question de points par match, c'est aussi une question d'à quel point tu crées des décalages, à quel point tu as un playmaking de haut niveau, etc., etc. Donc ce genre de réunion de stars où aucun des 3 n'avait ce profil un peu créateur de jeu de suite à haut volume. En termes même de collectif, je veux dire, ça, voilà. Et puis, c'est vrai que tu as eu des bons passages, hein. Il y a eu des très bons passages, mais il y a une forme d'irrégularité toute la saison qui a été problématique parce que les blessures, mais aussi parce que quand tu n'avais pas Nurkic qui était avec le ballon en tête de raquette, peut-être qu'il handicapait le spacing, plus l'argent limité, donc tu pouvais pas avoir autant de bons role-players autour, etc., etc. Finalement, c'est assez peu étonnant qu'on n'ait pas eu de suite une attaque d'élite, ce qui ne veut pas dire que ça peut pas cliquer d'un coup, surtout avec Budenholzer, qui est un spécialiste de l'optimisation offensive. Si ça se trouve, l'an prochain, ils seront top 3 attaque sans problème, quoi. Clairement, moi, ça viendra, s'il passe top 3 attaque, ça viendra plus du coach que du fait d'avoir ajouté Tyus Jones. Moi, je vois déjà, tu vois, les trucs de ah oui, mais assist ratio super efficace, ils perdent moins de ballons, du coup ils sont bon, bref. Je pense que l'animation offensive était un plus gros problème que la perte des joueurs qui en gros, je pense que le problème offensif de l'animation, il venait pas du fait qu'il y avait pas un meneur à l'ancienne, il venait plutôt du fait qu'il y avait pas un coach qui pouvait apporter ça. Et je pense que l'année prochaine, peut-être que Tyus Jones va aider à l'animation offensive, mais ce sera plutôt l'influence de Budenholzer et aussi la synergie entre Bill, Booker et Durant et Nurkic qui aura évolué, qui permettra ça. Mais bon, on verra. Ouais. En plus, tu sais, dans la période d'intersaison où il y a les vidéos de Nurkic qui shoot à 3 points. Donc, d'accord, fantastique. On est bien content d'être en août en tout cas. Bon, après, je dis ça pour la blague parce que beaucoup font cette blague. Après, je pense qu'il y a peut-être un fond de vérité parce que là, il a arrêté d'en prendre des longs tirs de points, mais c'est un mec qui en prenait à Portland. Donc, c'est un peu. Le parler avec Brook Lopez, pour moi, peut se faire un peu. Alors, je dis pas qu'il va faire comme Brook Lopez d'un coup tirer plein de 3 points, mais c'est aussi un mec qui avait un peu de pick and pop à mi-distance à Portland, qui a ce toucher de balle, qui a un peu ce jump shot, donc pourquoi pas arriver à l'étendre, quoi. Mais c'est pas comme si genre t'avais des vidéos de je sais pas qui c'était, Mitchell Robinson ou je sais pas qui prend des 3 points, tu dis ouais mais t'es gentil mais c'est l'entraînement et on sait que t'as pas ça, quoi. Nurkic, il y a peut-être un peu ça, donc à voir à quel point ça peut pas aussi marcher un peu sur ce côté, attends à 3 points et soit un peu respecté ou alors puni un peu, je ne sais pas, mais voilà, Budenholzer, moi j'aime beaucoup, donc notamment pour l'attaque, on suivra ça. Et puis comme dit, l'année 2 d'un cycle, a priori ça sera peut-être un peu mieux. Alors là, on va commencer, on a fait une période un peu trade, donc on va aller un peu plus vite, je pense. 40 matchs, c'était la limite, 40 matchs joués, on aurait dû d'ailleurs dire 40,5 si on avait été bon. 40 matchs joués à Golden State à Toronto pour Pascal Siakam. Je crois, alors tu as dit over, j'ai dit over, je crois qu'on a faux, mais à un match près, hein, c'est ça ? Je sais pas exactement, mais l'idée, oui, c'était, de toute façon, le but c'était de savoir s'il allait être trade ou pas. Et je pense qu'on était en train de dire si on avait dit over, ça on voulait dire qu'il n'était pas échangé, quoi. Alors, il est à 39.
Il est à 39. Et bon, il était en fin de contrat, donc ça pouvait se faire, mais bon, bref, on a loupé d'un match. Mais c'est vrai qu'avec Toronto, il y a toujours, et Masai Ujiri surtout, il y a toujours ce truc de, en fait, il attend toujours le dernier moment pour échanger ses joueurs. Tu vois, notamment, on peut faire le parallèle aussi avec Bruce Brown. Typiquement, dans 95% des cas, Bruce Brown, il atterrit de Indiana à Toronto dans ce trade de Siakam, donc Bruce Brown, c'est un mec qui de suite tu revends et tu revends très cher. Bah, tu fais un peu comme Portland a fait avec Jrue Holiday. Ouais. Tu fais le trade pour Lillard, t'as Jrue Holiday, tout le monde le veut, bah, tu le revends parce que tu vas le faire tant qu'il est chaud, quoi. Et avec Masai Ujiri, il n'y a jamais ça. Il y a toujours, non, on échange que au dernier moment, quand il est en fin de contrat. On est à 2 mois de la fin de saison. On échange que là parce qu'il y a un peu cette idée de, on fait monter les enchères et au dernier moment, au buzzer, c'est là que les offres vont venir. En tout cas, c'est son raisonnement. Mais voilà, je pense que Siakam, ça y est, on a enfin fait péter Toronto. Enfin, Siakam, on a pas trop de stats sur Anunoby, mais c'est un peu pareil. Je pense qu'on aurait dit un peu pareil. Donc, on échoue tous les deux à un match près parce qu'il aurait pu être échangé. Il n'a pas été échangé à la deadline. Il a été échangé un peu avant, je crois, autour de Noël. C'est vrai. Donc, on aurait pu gagner, tu vois. Un autre qui est assez marrant. Je crois que j'ai gagné, mais sans faire exprès. 40 matchs joués à Chicago pour Zach LaVine. Toi, tu avais dit over. J'avais dit under parce que. Non, mais attends, je pensais qu'il allait être échangé. Donc j'avais dit under. Toi, t'avais dit over. Il a 25 matchs. Donc j'ai gagné. Oui. Ah non, je suis fou. Non, mais le pari, c'était sur un trade, en fait, grosso modo. Je me suis fait bananer par une blessure. Et voilà. Et grâce à la blessure, il n'a pas été échangé, mais blessure, il a fait que 25 matchs. Donc je gagne le point, mais dans l'esprit, je suis un escroc. Je crois que c'est toi qui as gagné parce qu'il s'est pas fait échanger. Je suis fou. Je suis vert. Et bah ouais, c'est le jeu, c'est pour ça, pariez pas, même si vous avez raison, vous allez quand même réussir à perdre. Bon, alors, cela dit, pour rester un peu sérieux, à quel point tu penses que ça peut venir relativement bientôt, désormais qu'on a vu que ça y est, il commence à faire péter, on a échangé Caruso contre 2 bouts de bois, enfin, non, quoique non, Josh Giddey, mais bref. Wow. Non, mais en plus, mais je me suis repris parce qu'en plus j'aime bien Josh Giddey, et je pense c'est pour ça que j'ai pas compris, j'étais dis donc, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais parce que je pense qu'ils auraient pu, s'ils avaient fait péter en février, ils auraient pu obtenir 3 tours de draft, je pense, mais bon, ils ont choisi l'option contre un jeune, ok, bon, bref, ils font péter Caruso, ils ont fait péter DeRozan déjà. Est-ce que le prochain fusible, bon, Vucevic, il a aucune valeur sur le marché, ni pour personne, mais est-ce que le prochain fusible, c'est, non, mais j'exagère un peu, mais c'est pas un peu Zach LaVine qui, certes, il a des blessures, certes, il est un peu trop payé par rapport à son rendement, c'est quand même un joueur assez intéressant, et je veux dire, l'an dernier, bon, non, Chicago est resté dans son cycle, là, on a compris que ça y est, on fait péter, et je pense que s'il y a une vraie opportunité, on va l'échanger, enfin, Zach LaVine, non? Ah ouais, je pense que chez un contender, il pourrait être très, très intéressant. Si le prix, si ça demande pas trop, et si Chicago... en fait, je pense que plus le temps va passer, plus il va potentiellement perdre de la valeur jusqu'à la trade deadline où il pourra en reprendre s'il y a un peu d'urgence. Mais je pense qu'il y a un bon coup, il y a beaucoup de valeur à aller chercher chez Zach LaVine dans une équipe où il y a déjà des créateurs offensifs et un certain truc en place. Donc ouais, à voir. Mais dans tous les cas, si Blizzard Zach LaVine aussi, il reste quoi à Chicago du coup? Patrick Williams? Bah, et en fait, c'est un cycle de jeunes. Maintenant, on recommence un cycle avec des jeunes. Patrick Il y a Williams, des jeunes Josh Giddey. Wow. Bah ouais, il y a quand même des jeunes, ouais. Il y a qui comme jeune? Josh Giddey, si, déjà. ok, ouais. Pat Williams. Kobe White, ça m'étonnerait pas qu'il se fasse aussi un peu échanger. Du coup, là, tu me fais douter, j'en oublie, mais non, il y a des jeunes quand même. On fait un nouveau cycle, on va dire, en tout cas. D'accord. Bah écoute, j'ai pas regardé le cycle d'avant et je pense que je regarderai pas. T'as l'air impressionné par ce nouveau cycle. Non, mais tu vois, Chicago, il y a des bons éléments à aller piocher, quoi. Moi, je sais que j'aime beaucoup Ayo Dosunmu. Avec un 3&D hyper intéressant, un peu sous-côté parce que personne ne regarde Chicago, mais tu vois, il sort de quelques saisons à bonne réussite au tir en plus, donc défenseur, ça on le connaissait, mais maintenant il y a le tir en plus, donc c'est pas mal. Torrey Craig aussi, qui d'ailleurs est dans l'actualité parce que par rapport aux gens qui fréquentent apparemment, j'ai appris ça. Mais non, Torrey Craig, hyper bonne addition, ajout pardon, pour le dire en français, bon ajout à n'importe quel effectif contender aussi, je trouve. Donc voilà, je pense que pareil, Kobe White, il est pas si jeune que ça, Kobe White. Je pense que c'est un peu le moment maintenant de le vendre. Mais voilà, je pense que le marché, on a commencé à l'ouvrir enfin. Enfin, Chicago a fait péter. Je pense que ça pourrait se poursuivre l'an prochain. Et pareil, On Your Lap B-Team aussi, tu te souviens de lui, On Your Lap B-Team? Yes. Que t'avais eu en quiz, hein, c'est ça, en quiz de c'est ça, que j'avais trouvé au buzzer. Très bien. Oui, je vois qui c'est.
Bref, donc voilà pour Zach LaVine qu'on espère, enfin on pense qu'il va être échangé. Et puis un autre sur lequel j'avais un peu raison. 40 matchs joués à Golden State pour Chris Paul. Toi, t'avais dit under, et moi j'avais dit over. Toi, tu le voyais vraiment se faire échanger en cours d'année en fait. Bah, moi, je comprenais vraiment pas. Je comprenais pas le fait d'être allé le chercher, et un an plus tard, je comprends toujours pas d'ailleurs. Mais voilà. Bah, c'était liquider Jordan Poole et ne plus l'avoir dans le vestiaire. Hein. Je pense que Ouais, mais c'était que ça. ça fait chier quand même, parce que Jordan Poole, t'as quand même, enfin, pour moi, il y avait encore enfin bon, peut-être plus là-bas, peut-être que oui, et c'est plus humain que basket, mais C'est vestiaire, ouais, je pense. ouais, mais bon, ok, du coup, t'as récupéré Chris Paul et que t'as échangé contre rien, du coup, parce qu'il est parti comme agent libre. Ouais. Donc t'as récupéré, Euh, ouais, oui. Non, en fait, je te rejoins sur l'idée et je suis d'accord avec toi. Mais là où j'avais misé qu'il le ferait pas, c'est que c'est qu'il n'y arriverait pas, quoi. Mais je pense que l'idée, Oui. c'était aussi, et pas que à la trade deadline, mais même en fin de saison, on a vu qu'ils ont repoussé la date à chaque fois pour se dire, bon, on a ce contrat, idéalement, il faudrait qu'on active son option, comme ça, on a 30 millions, et comme ça, pas pour le garder, mais on active l'option, et on peut faire un méga échange, en fait. On peut faire un échange, en tout cas, parce qu'on envoie dans la balance, on envoie ses 30 millions de salaire, on peut obtenir un truc en échange. Bon, ils n'ont pas trouvé d'échange, donc au final, ils n'ont pas levé l'option en début d'été, et donc il est parti agent libre. Mais je pense que l'idée, c'était de l'échanger. Mais j'imaginais assez bien le côté, déjà le côté on n'y arrive pas forcément, parce que c'est compliqué, il faut attacher un jeune faut attacher un truc attirant, quoi, à ce contrat pour obtenir un truc en échange. Et puis je voyais assez bien Golden State un peu tomber amoureux de ça, ou un peu rationaliser, un peu, voilà, Ouais. je voyais un peu ça, malheureusement. Moi, j'aurais fait l'échange de suite, même, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été une erreur, peut-être, hein, mais moi, j'aurais bazardé il y a un an Kuminga, avant qu'il ait un peu sa deuxième partie de saison beaucoup plus intéressante, mais tu vois, j'aurais fait un package Kuminga-Chris Paul assez rapidement, mais je comprends qu'il ne l'ait pas fait. On sait que Golden State sont très attachés à leurs jeunes. Apparemment, ils voient Podziemski comme un futur MVP, etc. Bon, je me suis pas laissé prendre au piège, mais je suis d'accord avec toi que, idéalement, il aurait fallu échanger. Mais voilà, je suis plus cynique, alors on peut dire. Peut-être. Alors oui, il y en a quelques-uns marrants qui arrivent. Ouais. Nouveau over-under, 13 isolations par match pour les Mavericks. Tu avais dit under, donc moins de 13 par match en tant qu'équipe. J'avais dit over. Qu'en est-il de ces isolations par match pour nos amis les Mavericks? Et bah, dis-toi qu'il n'y a aucune équipe qui a fait plus de 13 isolations par match cette saison en régulière. Ouais. Et il y en a une qu'on a fait 13, pile poil 13,0, mais c'est pas Mavericks, donc pas de regret, c'est les Clippers. Ouais. Et les Mavericks en font 11,7 par match, ce qui est la deuxième plus grosse marque d'isolation. Mais du coup, ça a fait un point pour moi déjà, donc celui-là je le garde, vu que celui-là je l'ai mérité, qu'on est de retour à égalité. Et ce qui est intéressant, c'est que au final, dans les isolations, je m'attendais à ce qu'ils poussent le curseur encore plus loin avec Doncic et avec Kyrie. Et c'est peut-être au final Kyrie qu'on n'a pas joué tant que ça des isolations. On avait peut-être vu plus d'isolations pour lui qu'il en a vraiment eu. Parce que bon, Lucas, il les a eu ces isolations. Oui. Très bien, il n'y a pas de réaction. Vous avez rien à ajouter, monsieur, pour votre défense. Ah pardon, tu me lançais sur Luka Doncic, c'est ça? Bah ouais. Non, mais oui, non, effectivement. Luka Doncic, on savait qu'il les aurait, ses possessions. Mais c'est vrai qu'avec Irving, on a aussi découvert que non seulement il avait aussi une utilité en joueur off-ball, on l'a vu en play, enfin surtout ça pour le coup. L'aspect de on met un top shooter à côté de Doncic sur des drives, sur des post-up ou autre, et donc ça fait un mec comme ça qui a cette utilité. On l'a aussi vu sur des postes d'écran, sur du jeu off-ball, sur des off-screen aussi, des sorties d'écran un peu comme un shooter, etc., etc. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect où Irving il peut faire l'isolation un peu classique, mais c'est aussi toute la force, je trouve, du profil de Kyrie. Pour ça que moi je l'aime beaucoup depuis plus de 10 ans maintenant. Mais c'est que je pense qu'il est un peu caricaturé et mal caricaturé. On voit un peu comme un croqueur, un bouffeur de ballon, etc. Isolation justement au volume. Alors qu'en fait, la force de Kyrie, contrairement à d'autres, tu vois, je trouve qu'il a pas eu les pics offensifs, tu vois, qu'un Lillard, il a pas eu Lillard est devenu un mec assez héliocentrique à Portland, beaucoup d'isolation, etc., gros volume. Irving a jamais vraiment eu ça et je suis pas sûr qu'il puisse assumer un tel volume et qu'en tant que première option héliocentrique d'une équipe, il puisse le faire. Par contre, la force de Irving, c'est que il a beaucoup de synergie, beaucoup de jeux sans ballon, beaucoup de polyvalence aussi. En fait, il peut faire énormément de choses. Donc c'est ça qui est bien. Mais en effet, ouais, genre j'avais peut-être visé trop. 13, c'est beaucoup quand même, parce que s'il n'y en a aucune équipe qui le fait, c'est que c'est quand même pas mal, en sachant que ouais, c'est vrai. Dallas est la seule équipe qui a 2 joueurs à plus de 4 isolations par match, du coup Doncic et Kyrie, et donc c'est quand même 2 joueurs à haut volume d'isolation.
mais 13, c'était un peu haut. Après, tu vois, en playoff, ils sont à 12,8 en playoff. Hein. Bon, c'est pas si. J'étais pas si loin, quoi. C'est Boston qui a fait énormément d'isolation Ouais. en playoff. Ils sont à 14 et les Oui. Clippers à 16 par match, mais bon, c'est sur une seule série. Oui, et puis Boston, c'est isolation contre des mismatchs. Hein. Donc, Oui. c'est pas pareil que la isolation. Isolation parfois à la Doncic où il va même pas chercher. Quoique, si, il va quand même chercher des mismatchs. Mais je veux dire, bref. Oui, ils ont C'est pas pas de le même mérite, style hein, d'attaque, quoi. Boston, de toute façon, ils ont pas de mérite. Ouais. On est d'accord, c'est même pire que le titre de la bulle, c'est ça que tu voulais dire. Oh non. Non mais attends, tant qu'on est sur Dallas, allons-y. Ah ouais. Où les réponses sont marrantes en plus. Là, Alors, oui, 40 matchs, oui. très très marrant. 40 matchs coachés à Dallas pour Jason Kidd. Et Azad, la réponse de Azad c'est j'espère under. La réponse de Guillaume c'est je prie pour under. Oh, wow. Voilà. Bon, au final, ça a été largement over. Mm-hmm. Et en plus, avec, je pense, une excellente saison de Jason Kidd. Je pense qu'on l'a déjà assez répété sur le Basket Lab durant les playoffs. Mais voilà, j'ai l'impression qu'avec Jason Kidd, on a un peu presque une année sur deux, en fait. Oui, et puis je pense qu'on a été pas mal bluffé par peut-être l'utilisation de la défense et à quel point, et du coup, ils ont réussi à en faire surtout en playoff, à s'adapter. Je suis pas sûr qu'on soit non plus complètement convaincu. Et je pense que il y a la question, le over-under, il peut paraître un peu ubuesque maintenant, mais il faut pas avoir non plus trop le biais du résultat. Et il y a aussi beaucoup de match-up et de séries qui sont tombées du bon côté. Et peut-être qu'à un match près, on n'aurait pas, maintenant, on verrait les choses de manière différente. Non, cherche pas. On s'est planté. Cherche pas. Très bien. Mais j'en attends quand même plus offensivement l'année prochaine. Notamment en plus avec les recrues qu'il y a eu, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi beaucoup de joueurs à compromis. Donc je suis quand même curieux de savoir comment ça va tourner l'année prochaine. Après, je pense que quand je dis je prie pour under, c'est que je pensais que ça serait pas le cas. Mais c'était mon espoir, mais je pense pas qu'il serait viré. Mais en plus, avec Kidd, il faut aussi prendre en compte le fait que c'est pas genre un coach un peu extérieur, quoi, ou enfin, il est quand même très très lié à toute l'organisation et toute la franchise, tu vois, enfin, il est très proche de par son passage en tant que joueur, il est très proche de Mark Cuban, qui, alors depuis, n'est plus le propriétaire, mais il était très proche de Mark Cuban, Dirk Nowitzki aussi, qui est beaucoup dans la franchise, évidemment, je crois qu'il y a Jared Dudley et Tyson Chandler aussi, qui sont en assistant coach par là. Jared Dudley, ancien joueur, et Tyson Chandler aussi, à qui il a gagné le titre en 2011, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de liens dans la franchise. Donc, je pense pas qu'il aurait été viré en cours de saison, et je pense qu'il le sera pas en cours de saison. Non, mais après, c'est vrai que sur le côté une année sur deux, c'est très étonnant parce que, bon, on va pas refaire toute sa carrière, mais tu vois, c'est pareil. Il commence à Brooklyn, c'est bien. Ensuite, il va à Milwaukee. Enfin, Brooklyn, c'était qu'une année. Milwaukee, c'est bien aussi une année. Et puis, en fait, non. Ensuite, il est assistant pendant longtemps. Ensuite, il va à Dallas. On se dit, ouais, pourquoi pas, mais bon, c'est pas top vu ce qu'on a vu à la fin à Milwaukee. Finalement, c'est bien. Ensuite, c'est pas bien, avec le côté, oui, on va payer Javel McGee 5 millions par an, ce qui était beaucoup, hein, on va le faire le pivot titulaire, alors que, bah non, il est pas bon. Enfin bref, il y a quand même beaucoup d'imperfections, mais bon, ben voilà, une année sur deux, il nous fait des trucs, quoi. Tu vois, le run de playoff 2022, c'est quand même beaucoup de très bons choix tactiques, très bons coups tactiques, stratégiques, quoi. Même s'il y a pas, c'est pas un coach qui va développer une attaque hyper belle, fluide, etc., de grands principes, non. Mais en playoff, c'est des bons choix tactiques, avec des bons joueurs aussi, Luka Doncic notamment, donc ça aide. Mais voilà, il fait une année sur deux, il est bien. Là, on sort d'une année où donc il a été très, très, je trouve très convaincant, lui et son staff en entier. Et le problème, c'est que l'an dernier, on sortait d'une année où il était pas bon, donc donc voilà. Mais tu vois, j'ai fait le bilan avec Quentin de Mavs Affaires qui nous disait, ben voilà, nous, ça fait 3-4 ans qu'il est là. On sait toujours pas s'il est bon, quoi. On sait toujours pas si on est content de l'avoir, quoi. Donc je pense que c'est un peu le sentiment général des fans de Dallas, malgré, enfin en tout cas modulo certaines bonnes années, mais il y a toujours ce truc de, voilà, c'est pas parfait, quoi. Clairement. Bah, en plus, il y a cet aspect où il y a aussi, je trouve, souvent les relations avec les joueurs, j'ai l'impression qu'il y avait toujours eu un peu une anguille sous roche là-dessus, et il y a quand même des forts caractères aussi de ce qu'on peut voir dans les médias du côté de Dallas, donc tu as toujours ce double tranchant un peu de, déjà, est-ce que sur le terrain ça va bien fonctionner, et après, qu'est-ce qui se passe aussi derrière boutique, ce que nous on voit pas. Donc bon, de toute façon, sur la durée de vie d'un coach et son espérance de vie sur un banc, c'est jamais facile à anticiper parce qu'il y a une grosse partie de qu'on voit pas, et une grosse partie aussi de comment les propriétaires et ceux qui prennent les décisions, eux, perçoivent les performances de l'équipe. Ouais.
Effectivement, je crois qu'on en avait un deuxième sur Dallas, puisque c'est 15,5. C'est un classement 15,5 over ou under, le classement au niveau du defensive rating pour les Mavericks. Donc, tu avais dit over, j'avais dit under. Donc, over, toi, tu avais dit ce serait une meilleure défense. C'est Non. ça, hein, si je dis pas de... Non. Over, ce serait over 15e, donc ça veut dire que 16e ou pire défense. Ah oui, c'est ça. Donc, toi, tu pensais que ce serait une défense moins bonne. Moi, je pensais que ce serait mieux que 15e. Et au final, sur la saison 2024, Dallas est classé 17. Donc, c'est toi qui remporte la palme, c'est ça? Exactement, ça fait 5-4. Et c'est dommage qu'on prenne pas les chiffres de playoff pour toi. Oui, c'est ça, ouais. Que ce soit pour les isolations ou pour la défense. Mais ouais, non, au final... J'avais vu le potentiel de l'équipe, moi, c'est pour oui. ça. Toi, t'avais rien compris. Moi, j'avais vu venir le run de playoff. Non, mais en plus, on avait parlé dans le bilan, mais c'est pareil. Ouais. Même après la trade deadline, les chiffres sont un peu mieux, mais c'est pas la folie non plus, quoi. C'est vraiment le potentiel a été totalement déverrouillé en playoff, mais c'est aussi l'intérêt de cette trade deadline et de ses ajouts, c'est que ça a permis d'avoir ce potentiel en plus, qui ne s'est pas concrétisé en saison régulière, mais qui en playoff, ces schémas ont été permis, donc des schémas très agressifs pour boucher l'accès à la peinture, hein. Ça a été permis parce que tu avais fait l'ajout de PJ Washington, de Daniel Gafford aussi, donc tu as une rotation de pivot 48 minutes de bons protecteurs de panier. Donc voilà, ça, le potentiel était là. On l'a pas vu en saison, mais voilà, ok. C'est vrai que tu étais très, très pessimiste, hein, toi, sur ce Dallas, qui finalement est allé en finale NBA. Donc au final, c'est moi qui perds des points, mais bon. Bref. Ok. Le suivant, 529,5. 529,5, le nombre de lancers francs sur la saison pour Zion Williamson. Donc c'est un total, hein, un chiffre total. Et je crois qu'on est largement plus en fait. Et je vérifie exactement. On a plus de 1000, je crois. On avait dit combien ? 529 et demi. Eh ben non, 494. Ah oui, j'ai confondu avec le nombre de tirs, t'as raison. Et oui, 529, c'était son record en carrière sur 61 matchs joués. En 2021, ouais. C'est ouais, ça. et là, en 70 matchs, il en a pris 494. Donc, non, on n'est pas bon, du coup, hein. Donc, tous les deux, nous avons tort. Et pourquoi ça a bloqué ? Ça a pas dû bloquer de beaucoup, hein. On avait pris pourquoi 529, comme tu l'as dit, c'est son chiffre référence de 2021. Ouais. Il l'avait fait en 61 matchs. Là, il n'a pas trop été blessé. 70 matchs. Enfin, blessé en playoff, malheureusement, mais tu vois, 70 matchs, c'est pas mal, quoi. D'ailleurs, son plus gros total en carrière, 70 matchs. Plus gros total de minutes aussi, mais peut-être un plus petit volume que ouais, même pas tellement, hein. C'est la capacité à prendre des fautes qui a un peu diminué. Son free throw rate plus, donc son free throw rate par rapport à la moyenne en 2020-21, quand il fait le record, il est à 207. Donc c'est énorme, c'est plus du double de la moyenne NBA. Alors que cette année, il est seulement à 185, donc c'est seulement 85%. Seulement. Seulement. Oh là là. Peut-être que 529, on s'est un peu emballé quand même, au final. Parce que quand tu regardes la super saison qu'il fait sur 2200 minutes et il y est pas, peut-être qu'on s'est un peu emballé. Mais en tout cas, quand on a fait ce pari-là, c'est qu'on a parié sur le fait qu'il joue plus sur le fait qu'il est sur la ligne des lancers francs en réalité. Ouais. Non, bon. On a perdu le pari en effet, mais tu vois, 70 matchs, s'il en faisait 75, je pense qu'il le battait, quoi. Donc oui. c'est un peu cette idée-là, je pense, par rapport à la durabilité. Mais après, de l'autre côté aussi, tu vois, les chiffres de le shooting foul percentage, donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir, bon, il est encore à 21%. Oui. C'est un score de malade mental, hein, comme dit, quand on dépasse les 20%, c'est pour des porteurs de balles et pas pour des intérieurs, évidemment. Ouais. Même lui, c'est un peu les deux, mais c'est surtout un porteur de balles, hein. C'est pas un mec de catch and finish, je veux dire, qui va tirer des fautes comme ça. Mais donc voilà, 21%, on est un score d'ultra élite, hein. Donc c'est parmi le top 3, top 5 NBA, je peux aller vérifier, mais voilà, donc ok, bon, on s'est planté là-dessus alors, surtout toi, du coup. Oui, c'est ça, surtout moi, ouais, en effet. Mais est-ce que cette année, c'est pas le meilleur joueur de NBA qui est ni All-Star ni All-NBA, Zion Williamson? Il est ni All-Star ni All-NBA? Bah ouais, c'est en fait on regarde, ouais, il y a pas de petite étoile et t'as raison. Bah ouais. Mais alors, qui lui a pris la place alors au All-Star Game?
Moi, je suis décroché du All-Star Game. Ouais, je sais pas, j'ai envie de te dire, genre, je roule l'idée, je crois qu'il y était. Non, mais ça, c'est l'Est. Tu sais qu'il y a Est et Ouest, non? Ou alors je suis perdu, non? Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a Est et Ouest. Je Au sais niveau des pas. sélections, en tout cas. Karl Anthony Towns. Enfin, bref. Qui est-ce qu'on a eu cette année? Austin Reeves, non, ça c'est les votes, c'est pas le vrai roster. Alors, à l'Ouest, on a eu Luka Doncic, SGA, Stephen Curry, Anthony Edwards, Irving, James Harden. James Harden, ouais. Ok, De'Aaron Fox, Devin Booker, Ja Morant et Jamal Murray. Non. Non. Il y a eu Jamal Murray au All-Star Game? Non, c'est les votes. Putain, je sais pas lire. Bon, alors, ils sont où les rosters là? Ouais, t'as raison, il y a eu 4. Ouais, j'aurais sans doute pris 4. Enfin, Zion au-dessus de 4. Ouais. Et même à l'Est, je crois qu'il y a eu un Scotty Barnes qui a été appelé en remplacement. Ah oui, c'est vrai. Bon, si New Orleans était à l'Est, et d'ailleurs ils le seront bientôt, je pense que Zion, on est d'accord que Zion c'est largement au-dessus de Scotty Barnes, je pense assez facilement. Ok, bah très bien. Oui, je pense que par rapport à ta question, oui. Voilà. Ok, très bien. Je pense. 28% d'usage, plus ou moins over-under pour Mikal Bridges du côté de Brooklyn. Tous les deux, on avait dit over, et je crois, de mémoire, on avait parlé dans le bilan de Brooklyn, je crois que finalement, on n'a pas eu ce saut de responsabilité. Je crois qu'on a tous les deux faux. Hein. Et bah ouais, on est... Waouh, il y a 23,7. Donc on est bien c'est ça. ouais. Alors que le 28%, parce que notamment à Brooklyn, sur les 2-3 mois qu'il avait fait, en fin de saison, il était à 28. Presque 29% d'usage. 28,8. Donc ouais. Presque 29. C'est pas du tout. En tout cas, on pensait que l'expérimentation se ferait encore plus, et finalement, on n'a pas eu tant que ça le côté on te teste en go-to-guy parce que c'est pas trop son jeu non plus, quoi. Non, mais j'ai pas compris la saison de Brooklyn dans tous les cas, je pense. Ouais, mais je crois que non plus. Non, compliqué de parler de Brooklyn, c'est peut-être l'équipe la plus compliquée, mais en plus. C'était pas si cata que ça, tu vois. Il y a quand même j'ai souvenir de bons matchs en début de saison, etc. en termes de fond de jeu proposé, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a des fois j'ai faux et c'est pas grave au niveau des over-under, mais là, je suis vraiment surpris. Je m'attendais vraiment à un aspect Mikal Bridges boosté au stéroïde, quoi, en termes de volume. Genre, prends tous les ballons, vas-y, teste-toi, comme ça, tu auras 25 points par match, on va t'échanger avec une très haute valeur parce que les front office, en tout cas, beaucoup de gens regardent les points par match plus que l'efficacité. Mais là, pour le coup, je suis assez surpris. Je sais pas si c'est de lui, je sais pas si c'est la franchise. Je sais pas si c'est l'émergence de Cam Thomas, je sais pas, mais c'est un peu bizarre, ouais. C'est un peu bizarre, donc on a faux tous les deux là-dessus. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, pour le coup, sauf si tu m'arrêtes, si t'as envie d'en dire plus. Non. Mais sinon, on avance. Un autre où on avait largement faux aussi. Jordan Poole, 33% d'usage. Finalement, on a été beaucoup moins, non? Mais non, mais on a pété un cap, 33% d'usage, par contre, on s'est un peu emballé là quand même. Bon, après, il était quand même à 29 à Golden State. Enfin, quasiment 30 sa dernière année, tu vois, et sur un rôle qui était en sortie de banc. Alors, joueur majeur en sortie de banc, on était quoi 30 minutes par match, donc c'est pas juste le joker, quoi. Mais 29%, c'était pas dingue de se dire, bon, il fait 29% derrière Klay Thompson, Stephen Curry, etc. dans l'attaque, où c'est pas le centre de l'attaque. On avait un peu prévu, et je pense qu'on était beaucoup, même. Moi, j'allais pas jusque-là. Ça, je me souviens, mais certains disaient, oui, ça va être le meilleur score de NBA, etc. Il va avoir toutes les cartouches. Mais, tu vois, a posteriori, on se dit, vu la saison catastrophique qu'il a fait, et pas bonne du tout, oui, effectivement, ça paraît choquant. Mais, il est à 27, 27% d'usage. Mais franchement, de 30 de l'an dernier à 33, c'était envisageable. C'est juste ça n'a pas été le cas et que on a beaucoup parlé de l'efficacité avec lui qui a chuté et qui est un peu un reflet de son année catastrophique parce que mentalement il n'était pas là, etc. Quelles que soient les raisons. Mais je pense que le volume aussi, ça montre ça parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre, le Jordan Poole normal qui n'aurait pas été trop affecté mentalement ou quoi que ce soit, ou on aurait pu s'attendre à beaucoup plus, quoi. Oui, puis on aurait pu s'attendre à... Je pense que la saison aussi, elle a été un peu... On en a parlé dans le bilan, la saison, elle a été un peu à deux vitesses, même en termes de responsabilité à la création pour les autres. Peut-être que l'année prochaine, on aura plus de volume parce que plus aussi d'utilisation de Jordan Poole à la création pour autrui, alors qu'en début de saison, c'était vraiment que pour lui-même, ce qui fait aussi peut-être qu'il a eu un peu moins de ballons. Puis, de toute façon, les Wizards allaient pas vraiment aller un peu nulle part dans tous les cas, que ce soit au début ou à la fin de la saison, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, si t'enlèves un peu le passing de l'usage, parce que l'usage, le volume de responsabilité de Cleaning the Glass, ce site prend et les points
et les passes. Donc c'est un Oui. usage global, on va dire. Tu prends l'usage de basketball référence, donc sans les passes, que l'usage de scoring, grosso modo, il est moins utilisé que l'an dernier à Golden State, quoi. Ouais. Il était à 29% d'usage de scoring à Golden State, selon basketball référence en 2023. Il est à 26, quoi. C'est quand même assez choquant. Et même, bon, si ça vous parle pas trop, on peut parler en termes de, notamment, les nombres de tirs, tentatives de tirs par 100 possession, par exemple. 24,5 l'an dernier, 23,5 cette année. Donc, c'est quand même assez étonnant, au-delà, comme je dis, hein, de ce côté pas efficace, pas bon, il n'y a rien qui rentre, le drive est plus là, le jump shot est plus là, il est amorphe, même physiquement c'est plus le même, il a plus le tranchant, etc., etc. Ok, mettons tout ça de côté. C'est quand même un peu étonnant qu'on ait eu un mec avec presque moins de ballons relatif à son nombre de minutes que à Golden State, en fait. Bah oui, Mais bon. mais bon, après, peut-être que c'était parce qu'il jouait en sortie de banc aussi, peut-être que c'est un peu ça qu'il joue, alors que là, il jouait avec les titulaires, d'autres titulaires qui avaient besoin de ballon et de développement. Ouais. Peut-être que Kyle Kuzma a ce genre d'aura aussi. Peut-être on Oui, sous-estime oui, c'est l'aura sûr. de Kyle Kuzma. Je sais pas. Ok, bon, 0 point chacun, mais surtout pour toi. 23 lancers francs tirés par 100 possessions pour nos amis les Lakers. Et tu avais dit over, j'avais dit over. Je crois qu'on a gagné un point chacun, non? Est-ce qu'on a gagné un point chacun? Est-ce qu'ils ont encore payé les arbitres? Mais non! 21-8. Que 21-8 alors. Ah, les losers. T'es sûr? Alors, moi, je l'ai sur cleaning de glace. Ok, moi je te fais confiance. Moi là sur Basketball Référence, je les ai à 24,2 par match. Mais Ah. ok. Bah après, oui, si on n'a pas précisé où est-ce qu'on regardait. Oh, les Alors nuls. attends. Basketball Référence. Mince, j'ai pas les stats par 100 possession pour les équipes. Non, mais on va prendre Kings de Glace alors, hein, par 100 possession. On avait dit par 100 possession, donc on prend ta stat. Et donc, ils sont en dessous, mais ils sont quand même deuxième de NBA, hein, ça qu'il faut préciser. Oui. Donc ouais, tu dis ils n'ont pas payé les arbitres, je te laisse mettre de tes mots, mais ils sont quand même deuxième au lancer franc offensif et deuxième au lancer franc défensif. Comme C'était aussi par une des hasard. forces de... Comment? Comme par hasard. Toujours les mêmes, hein. Bah, comme par hasard, après tu prends l'équipe avant Darvin Ham, bon, il n'y a pas ça, hein. Bon. Non, mais je sais très bien, je joue un peu le rôle de Ouais. la caricature, mais parce que c'est revenu beaucoup, hein, cette saison. Surtout sur les matchs genre contre Denver ou les matchs contre Sacramento, c'est genre, ah oui, mais bon, comme d'habitude, les Lakers sont protégés par les arbitres. C'est bon, quand même. Pourquoi on avait pris 23, je pense? Parce que l'an dernier, ils étaient à 23. Oui. 23 lancés francs par 100 possession, mais ils étaient que 3e de NBA à 23. Donc 3e à 23, alors que cette année, personne n'est au-dessus des 22, 22,1, je crois. Donc voilà. C'est la fin de saison, tu sais, où non, on n'a rien dit aux arbitres. Hein. Non, pas du tout. C'est totalement organique, hein, le fait qu'il y ait moins de fautes et de lancers francs en deuxième partie d'année après le All-Star Game. Non, c'est Pas de consigne. pas de consigne. Vous inquiétez pas de consigne. Il y a des résultats différents, mais non, pas de consigne. C'est chacun a décidé dans son coin d'arbitrer différemment. Mais ok, bon, 0 point, mais 0 point surtout pour toi. 5,5, 5e meilleure défense de la ligue pour les Warriors. Je crois qu'il y a une stat qui venait de moi à la base. 5,5, donc over ou under. Je crois qu'on avait dit tous les deux over. Et je crois qu'ils sont over. Hein. Bah ouais, hein. Assez largement. Ils sont 15e défense. Voilà. Et bon, même si on isole la très bonne deuxième partie d'année, avec le Oui. nouveau line-up, Kuminga, Draymond, je crois que c'est pas mal, mais c'est pas au niveau d'être 5e. Pourquoi est-ce que j'avais sorti ça comme stat à l'époque? C'est que on sortait un peu du titre en 2022, où ils étaient 2e, et en 2023, l'année d'après, ils étaient 12e. Donc, c'était un peu l'idée de se dire, quelle est la vraie année, ou en tout cas, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'était 2023 juste une mauvaise année, 12e defensive rating? Et est-ce qu'en 2024, on va pas arriver à repimper un peu tout ça et remonter un peu top 5, éventuellement? Bon, on a vu que c'était pas du tout le cas, même si ça a été mieux en deuxième partie d'année, hein, comme on a dit, mais voilà, le côté défense d'élite qu'on a connu pendant très longtemps des Warriors, notamment donc encore en 2022, et je crois 2021 encore, ils sont pas mal en défense, mais voilà, cette identité défensive d'élite, on l'a un peu perdu cette année en fait. Ouais, tu vois, même à partir du 1er février, ils sont 10e défense. Donc Voilà. même quand ça va bien, on n'est pas sur la meilleure défense de la ligue, mais ça leur a permis d'avoir une bonne fin de saison. Je pense juste qu'il y a peut-être structurellement, il y avait trop de défauts et puis il y avait une sorte de fin de cycle. Je sais pas si le départ de Klay Thompson, on peut vraiment qualifier ça de fin de cycle, mais je pense que il y a peut-être un mini renouveau en tout cas cet été et ils seront peut-être mieux équipés aussi avec un DeAnthony Melton. Je pense qu'il peut être vraiment bon un petit peu dans la complémentarité autour de Draymond Green, Curry et Kuminga en défense. Buddy Hield aussi. Buddy Hield en attaque, ouais.
Non, voilà, tu vois, sur ma fiche, j'avais noté pourquoi est-ce que j'avais voulu faire ce pari. C'est, tu vois, j'avais dit, 2022, deuxième defensive rating, 2023, 12e, mais 12e parce que Wiggins avait été absent une partie de l'année, même toute l'année quasiment côté Warriors. Gary Payton n'était pas là en 2023. Souvenez-vous, l'échange avec signature Blazers, etc. Alors que là, cette année, pour 2024, Payton est de retour. Il y a Moses Moody et Kuminga qui vont grandir en plus grand rôle et qui sont pas mal en défense, etc. etc. Sur ma fiche, j'avais même noté Javonte Green. Donc il est peut-être aux Warriors en début d'année, je me souviens pas. Mais non, ça a un peu échoué, quoi. Ça a un peu échoué. Et d'ailleurs, je crois que on n'avait pas fait un over-under sur lui, mais le nombre de matchs joués par Gary Payton ne doit pas être si grand que ça. Donc je pense qu'avec le vrai Gary Payton, ça aurait un peu aidé, ça aurait peut-être pas tout changé. Mais Gary Payton, cette année, ouais, tu vois, 44 matchs. Donc les problèmes de blessure continuent un peu avec lui. Et finalement, tu regardes sa carrière, la seule anomalie, entre guillemets, 71 matchs en 2022, c'est la seule fois où il fait ça, quoi. Donc voilà, le problème de Payton, c'est toujours l'attaque, mais aussi les blessures, quoi. Donc malheureusement. Ok pour les Warriors. Où est-ce qu'on en est 23% de shooting foul percentage pour Jimmy Butler. Alors qu'est-ce que c'est donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir, le shooting foul percentage. Apparemment, on a oublié de répondre, tous les deux. Mais 23% pour Butler, ce serait un score d'élite. L'année dernière, il avait fait 23%. Voilà. Et cette année, il a fait 21,6. Donc, il est toujours aussi phénoménal là-dedans. Enfin, c'est les chiffres, quand tu regardes, il est au niveau de Giannis Antetokounmpo en termes de provocation de faute. Et bon, c'est quand même pas le même physique, c'est quand même pas le même joueur, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment peut-être la particularité de Butler qui est le plus impressionnant. Et d'un autre côté, sans aller trop loin dans l'interprétation, j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui le définit le mieux, entre guillemets, parce que peu de gens se rendent compte à quel point il est efficace en attaque parce que ses pourcentages sont pas forcément incroyables ou quoi que ce soit, mais par cette capacité à aller énormément sur la ligne des lancers francs, en plus, il est très bon une fois qu'il est sur la ligne. Par exemple, ils sont très rares ces joueurs qui vont sur la ligne des lancers francs sur plus de 20% de leurs tirs, donc un shooting fall percentage au-delà de 20%, et qui sont aussi à plus de 80% au lancer franc. Par exemple, cette saison, c'est le seul. Et celui qu'on retrouve juste derrière, c'est Joel Embiid, qui est à moins de 20% de shooting fall percentage et à 88% au lancer franc. Et sinon, après, on descend à des DeRozan. Et puis après, c'est des profils qui sont assez rares, et on retrouve SGA aussi. Et je pense que c'est assez caractéristique de Butler, de joueur qui marque des points de manière très efficace, mais pas forcément spectaculaire, et peut-être parfois qui est un peu sous-estimé dans l'impact qu'il a et son efficacité. Après, on a toujours aussi un peu on grince un peu des dents parce que le volume peut être un peu frustrant. Mais voilà, encore une saison élite, de Butler. Quand tu regardes les indicateurs statistiques en attaque, c'est encore assez phénoménal. Ouais. J'ai un peu l'impression que Jimmy Butler est à prime James Harden, ce que Boris Dio est à Nikola Jokic. Tu vois, c'est-à-dire Jokic, en fait, c'est une version de Boris Dio, mais qui s'est mis des coups de pied aux fesses et bon, ok, allez, il faut mettre des points, allez, je vais le faire, quoi. Alors que Boris Dio l'a jamais fait. Alors, j'exagère, vous avez compris, mais Butler, il y a cet aspect de. Mais en fait, tu pourras avoir plus de volume, quoi. Parce que t'es bon là, t'es bon passeur, t'es bon scoreur, t'es efficace. Pourquoi t'as pas plus de volume, quoi? Mais en même temps, voilà, c'est Jimmy Butler. Et c'est aussi une valeur, hein, parce que quand ça marche pas, on râle, tu pourrais faire plus. Mais déjà, il peut monter en niveau. Et on l'a vu en play-off, désolé Azad, on l'a vu en play-off que ça marchait très bien, il peut totalement augmenter son volume quand il faut, et puis ça participe aussi au côté très polyvalent, et la valeur de ce profil, en fait il est extrêmement malléable par rapport à ce genre de standard, quoi. C'est que tu peux le mettre partout à côté de n'importe qui, il va pas réclamer beaucoup de ballons, etc., quoi. Donc c'est bien, et comme tu dis, assez notable en termes de, non pas au global, hein, mais en termes de fautes provoquées pendant une tentative de tir, donc un peu tout sur le même plan, comparé au même nombre de munitions, on va dire en tout cas, mais il fait plus que Embiid. Bon alors, plus, ça se joue à 1% près, donc c'est pas non plus les tonnes, mais il fait autant. Voilà, on retient beaucoup. Mais tu vois, il y a Embiid, il y a ce côté, il fait que des lancers francs, etc. Mais parce qu'en fait, il a un gros volume, Embiid, donc il va provoquer des fautes sur beaucoup de ballons. Et c'est parlant de dire que voilà, Butler, il y a moins de ballons, mais par ballon, en fait, il arrive à provoquer presque plus de fautes par ballon touché, quoi, grosso modo. Et bon. Juste pour dire, hein, je pense qu'on pourrait demander un remboursement de certains points sur ce over-under, parce que je sais pas si tu remarques, mais sur tout ce qui est lancé franc, on se fait un peu
à voir pour rester poli, hein, parce que les Lakers, Jimmy Butler, Zion Williamson, je pense que Adam Silver, là, sur la deuxième partie de saison, les consignes aux arbitres, je sais pas si on remarque, mais à chaque fois, on dit ah mince, on est en dessous du chiffre, alors que le chiffre est deuxième de NBA ou troisième. Sauf qu'à chaque fois, on est en dessous. On s'est fait un peu bananer, ouais. Ouais, on n'aurait pas dû parler en chiffre brut. Hein. On parlera en classement parce que, bref, tout ce qui est lancé franc, on n'a pas les points, mais dans l'idée, on a les points, quoi. Parce qu'on est quand même à chaque fois. Tu vois, les Lakers, on n'a pas eu les points, mais ils étaient top 2. Butler, on n'a pas eu les points au niveau chiffre brut, mais il est quand même top 3 d'NBA parmi les gros, les gros minutages. Enfin bref, c'est. D'ailleurs, est-ce que tu peux me citer les 5 joueurs? Ah non, mais tu les as devant les yeux, non? Non, j'ai enlevé la page. Je voulais juste voir c'était qui l'autre à plus de 20% de shooting percentage et 80% de lancer. Et donc, juste les mecs à plus de 1000 minutes et plus de 20% de shooting foul percentage? Waouh. Bah du coup, Butler, Giannis, Zion, Bah ouais, merci quand même. On vient d'en parler. Banchero. Non, pas Banchero. Cette année, il a chuté. Il a chuté à 15%, je crois. Ou à 16%. Ah ouais? Ouais. Son efficacité, elle doit être terrible aussi, du coup. J'ai dit Yanis. Nanana. Il y a quelqu'un qui n'a pas de main et qui nerve beaucoup les Américains. Ah putain, il y a Gobert? Exactement, Rudy Gobert, ouais, tout à fait. Il est pas si Et mauvais puis, que ça, lancer franc en plus, non? Il est pas genre à 70 ou quelque chose comme ça? 64. Ah ouais, non, si, c'est un peu. J'avais une meilleure mémoire. Donc un peu en dessous de Giannis qui est à 66. Ah ouais, oui. Et puis le 5e, c'est un pivot backup que moi d'ailleurs, bref, moi j'aime beaucoup. Ok. Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup moins bon que le titulaire, qui, à mon avis, pourrait être un game changer dans la saison s'il va chez un contender parce qu'il est payé 5 millions l'année. Un pivot catch and finish. Ça te dit rien? Un catch and finish plutôt bon. Si je te dis Kentucky, ça te parle pas, évidemment. Si je te dis Charlotte Hornets. Ah, Nick Richard. Exactement, Nick Richards, tout à fait. L'archétype du catch and finish. Voilà, tout à fait. Tiens, tu parlais de Banchero. 0,85 de ratio de playmaking de Banchero. Donc, qu'est-ce que le ratio de playmaking? Le nombre de passes qu'on fait relativement à son nombre de ballons. Donc, il n'y a pas d'unité, hein, c'est un ratio. Est-ce que ton jeu penche vers le scoring ou le passing? Et donc, 0,85, je crois qu'on échoue à très très peu. Je crois que tu échoues à très très peu, en effet, ouais. Parce que moi, je crois que j'ai mis under. Ouais, effectivement. Tu avais dit under, j'ai dit j'espère over. On est à 0,82. Mais Donc ouais. c'est quand même une nette amélioration par rapport à sa saison rookie. C'est vrai. En effet, il a été plus mis en avant et plus passeur, mais bon, 0,82 plutôt que 0,85. Je n'ai pas le point. Voilà, ça fait 6-4 pour moi et. Mais non, il y avait 5-4 pour moi. Donc ça fait 5-5. Non, là, je me ferai. Je réécoute jamais les podcasts, mais là, je suis prêt à le faire. Et mais du coup, pourquoi tu disais t'espères plus que 0,85? C'était quoi un petit peu l'idée derrière ça chez Banchero? Pourquoi tu voulais voir plus à la passe? Bah, c'est l'idée que l'intérêt de son profil, c'est le passing, en fait, hein, très simplement. Et c'est. Bon, il a été beaucoup vendu comme un Carmelo Anthony, score, etc. Alors oui, il joue comme Carmelo Anthony, mais sans les outils, et sans l'efficacité, et sans la vitesse d'appui, sans la légèreté d'appui, sans le shot making au jump shot, sans la qualité de jump shot. Donc, non, mais j'exagère un peu, mais Oui, tu vois, même Coach K, il l'utilisait comme ça, quoi, à Duke. Alors que, genre, bah non, en fait, dès qu'il a la balle, on voit que c'est un vrai porteur de balle, et la force de son profil, c'est le passing, quoi. C'est un mec qui fait 6-8, 6-9, je sais plus, qui est costaud. Certes, il a une palette de scoring, il peut toucher à tout, il peut tout faire, mais ce qui est intéressant, c'est surtout une vision de jeu pour son poste qui est, je trouve, de très haut niveau. On en a parlé beaucoup avec Frédéric Young dans le bilan qu'on a fait d'Orlando. Je vous encourage d'aller écouter parce que Fred, qui est fan d'Orlando, en plus, il en parle très bien, il a vu beaucoup. Mais voilà, pour moi, la force de son profil, c'est pas tant le scoring, c'est l'aspect scoring et passing. Et un passing que n'ont pas beaucoup de superstars. Donc, moi, j'avais un peu cette idée de est-ce qu'enfin on va arriver à le mettre dans du spacing avec de bons porteurs de balles, de bons finisseurs et on va un peu débloquer ce passing parce qu'il y a beaucoup de valeur à aller chercher. Ben voilà, on l'a fait, j'ai pas le point techniquement, mais ça se fait de plus en plus, donc ça c'est bien, quoi. Ce côté, bah ouais, on l'utilise comme il faut, quoi. C'est-à-dire, lui, c'est un passeur aussi, quoi. Peut-être pas d'abord et avant tout, parce qu'il aime bien scorer, mais c'est aussi beaucoup un passeur. Donc voilà. Il nous en reste quelques-uns. Alors, apparemment, on a oublié même de donner un chiffre, mais la fréquence de cercle autorisée par les Celtics,
autorisé. Alors en défense, ça veut dire qu'on avait dit Oui, fréquence de je cercle pense. autorisée aux Celtics. Azad a oublié de répondre, j'ai oublié de répondre et on a oublié de donner un chiffre. Donc on va dire un point C'est la fin chacun. de l'épisode, là. On va dire un point chacun. Oui, ça devait être la fin de l'épisode, en effet. Donc passons, à moins que tu aies autre chose à dire sur Boston, mais on a beaucoup parlé de Boston cette année déjà. Oui, oui. Tu veux dire que t'aimes pas Jaylen Brown ou non? On avance? Non, juste que du coup, bah, ils étaient troisième à cette fréquence-là. Du coup, voilà, ça faisait partie un peu de, juste en un mot, la défense de Boston, c'était, enfin, pas qu'en un mot, mais sur la fréquence au tir, c'était donner peu de tirs dans les corners et peu de tirs au cercle. Ouais, là, la force des analytics, en plus. Non seulement Oui, il défendait bien, mais en plus il maîtrisait très bien le profil de tir autorisé, donc parfait. ouais, Le et Joe Analytics. juste un truc là-dessus, ce qui est marrant, c'est que souvent, on a l'impression que la défense de Boston n'est pas agressive parce qu'elle donne pas parce qu'elle génère pas de perte de balles et qu'elle du coup se concentre sur les analytics et Ouais. de donner seulement les tirs peu efficaces. Mais du coup, ça demande de l'agressivité. C'est juste un autre type d'agressivité. Mais voilà, c'est toujours pour un Ouais. peu remettre le curseur sur, ça veut dire quoi en fait être agressif? C'est pas seulement provoquer des pertes de balles et des choses comme ça. Ça veut aussi pouvoir dire, bah, faire plus d'efforts sur ses rotations, ou peut-être avoir justement des schémas plus agressifs, mais pas pour faire perdre un ballon, mais pour occuper des zones du terrain qui forcent les adversaires à aller dans d'autres zones moins rentables. Donc l'agressivité, c'est pas que le turnover percentage. Bah, quand tu abandonnes ton shooter de très très loin et très tôt pour boucher la raquette, par exemple, Ouais, bah, il n'y a pas de turnover, mais t'es agressif parce que tu te découvres beaucoup pour inciter le ballon à aller ailleurs, quoi. Donc c'est ça. effectivement, on associe beaucoup agressivité et perte de balle, mais pas que. Deux derniers alors pour finir. 5, le nombre 5, le nombre de post-up par match pour DeAndre Ayton, qui en 2023 était à 3,8 à Phoenix. Donc, on avait parié, il va aller à Portland, il aura plus de ballons. 5, qu'est-ce qu'on va dire? Je crois que tous les deux on avait dit over. Qu'en est-il des post-up de notre ami DeAndre Ayton? Alors, déjà, des joueurs à 5 post-up par match, il y en a pas tant que ça, hein. Il y en a Non. deux. Oui. Il y a Embiid et Jokic, et notre ami Ayton est assez bas dans le classement. Il est entre Siakam et Jason Tatum pour donner un peu une idée de son volume au post-up, et c'est 2,6 par match. Ouais. Donc on est loin du compte. On est très très loin du compte. Et je sais pas toi comment tu vois le joueur. Moi c'est vrai que j'en parle beaucoup depuis longtemps parce que j'ai scouté et tout ça et j'ai l'impression d'avoir fait 14 000 fois la discussion autour de Ayton, mais il a été drafté selon certains pour ça. Et certains voyaient un côté go-to-guy alors qu'il manquait beaucoup d'éléments là-dessus, notamment le passing et même au niveau du scoring. Bref, c'était du post-up un peu particulier à la fac. Mais donc moi je voyais pas ce côté go-to-guy, mais c'est vrai que quand Portland va le chercher et qu'on apprend que dans le trade de Lillard, avant de trouver une équipe pour envoyer Lillard, ils ont dit c'est lui qu'on veut, c'est Ayton. Moi je me disais ça va être un peu pour le relancer là-dessus. On sait que lui, en plus, il voulait partir de Phoenix, il n'était pas content parce qu'il avait pas ses ballons, il avait pas ses post-up comme avant. Donc il y avait eu l'affaire où il devait signer à Indiana, finalement Phoenix s'est aligné, etc. Enfin voilà, ça c'était l'été 2022 même encore. Finalement, il était resté à Phoenix. Et je me dis que quand Portland va le chercher, vraiment, on veut lui, avec en plus Mike Schmitz, donc l'ancien de Draft Express, qui, on connaît ce qu'il a fait à l'époque de Draft Express, pardon. On savait qu'il était très fan de Ayton. Moi, je me dis, ils vont le chercher pour le relancer, et notamment pour, allez, on va tester ça, quoi. C'est un défenseur très sympathique, c'est un finisseur très complet aussi. Voilà, la Rolls-Royce des finisseurs, parce qu'il n'y a pas que du catch and finish sous le panier. Il y a un peu de toucher autour du panier. Enfin voilà, la vraie version de Ayton 2021-2022, c'est génialissime, mais c'est pas un go-to-guy. Donc je me dis, quand ils vont le chercher, à mon avis, c'est pour ça. Et on se rend compte que en fait non, pas du tout, et que ça a été même une année un peu échec quoi pour Ayton. Ouais, bah, tu vois, la seule grosse différence qu'on voit un petit peu au cercle, c'est qu'avant, il était assisté sur 75% de ses paniers au cercle, et cette année, ce chiffre tombe à 63, ce qui Ouais, est même pas forcément élite pour un intérieur, et dans tous les cas, l'efficacité, elle, est passée de un peu au-dessus de la moyenne au niveau de la moyenne, donc ce qui est assez inquiétant pour un intérieur, surtout qui arrive du coup sur ses 26 ans ou 27 ans, donc on va pas dire que le train est passé pour DeAndre Ayton comme joueur d'un titulaire d'une équipe compétitive, mais j'ai l'impression, ouais, j'ai du mal à évaluer le joueur et la valeur qu'il pourrait apporter. En fait, je pense qu'il faudrait limite se replonger dans les premières années où Phoenix est compétitif pour voir c'était quoi en vrai où est-ce qu'il a été le meilleur. En fait, c'est quoi sa meilleure année, pas seulement en termes de performance individuelle, mais dans la synergie d'une équipe.
Bah, je pense, je te dis, c'est 2021 avec Ouais, le round de playoff et 2022. 2021, c'est un peu la découverte de ah ouais, en fait, il défend bien quoi. Ah ouais, ouais, ok, ça se concrétise alors qu'on pensait que ça mettrait du temps. Et 2022 aussi, mais alors pour le coup, c'est peut-être juste une question de coaching et le fait que Billups n'aime pas les post-up, peut-être, hein, parce ouais. qu'on avait parié 5. Mais tu vois, comme dit, hein, à Phoenix l'année d'avant, donc en 2023, une équipe compétitive des Suns, il était quand même à quasiment 4 quoi. Donc ça me paraissait pas fou de dire, bon, mais il a quasiment 4 à côté de de Devin Booker et Kevin Durant et Chris Paul, même à l'époque. Bah, pourquoi pas monter à 5 quand il aurait plus personne autour quoi. C'est peut-être une question de tactique parce que Billups n'aime pas les post-up, parce que de l'autre côté, tu regardes son pourcentage de paniers assistés, bah, c'est vrai que ça descend un peu, mais ça descend pas des tonnes, quoi. Tu vois, t'as parlé des tirs au niveau du panier, mais je veux dire, en général, bon bah oui, comparé à l'époque de comment dire, de Phoenix et de Chris Paul, où c'était un peu le joujou de Chris Paul sur la finition pick and roll, etc. Il est à 80% de ses paniers étaient assistés, c'est descendu à 75. Mais je t'avoue que je pensais que ça descendrait à 65, Ouais. 60%, un truc comme ça, quoi. Tu vois, que on le testerait vraiment, vraiment beaucoup. Or, ça n'a pas trop été le cas. Donc c'est dommage en tout cas de ce point de vue-là. Et bon, je pense qu'il va pas non plus se faire des vieux os là-bas parce que je sais pas si t'as suivi, mais ils ont drafté un mec qui est un pivot aussi, hein, Donovan Klingan, qui apparemment est un pivot en plus potentiel all defense, etc. Ils l'ont drafté dans le top 10. Donc voilà, c'est un peu un échec, mais même pas sur le côté. Enfin, un échec qu'on n'ait pas vu ça tester, je trouve. Tu vois, à la limite, s'il avait eu les pleins pouvoirs, plein de ballons, 10 post-up par match, et qu'on avait dit, bon, mais en fait, vous voyez, c'est pas efficace, quoi. Il est à 0,80 points par possession sur post-up, il en fait 10 par match, bon, vous voyez, c'est nul, quoi. C'est pas un go-to guy. Mais là, j'ai même la déception de me dire, ah bah, il a même pas été testé, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Moi, j'ai toujours un peu parfois ce sentiment aussi quand une équipe joue rien et qu'elle a un joueur encore à polir ou à tester qu'elle le fait pas. Toujours en Ouais. mode, bah, pourquoi être allé le chercher tout simplement? Il y avait peut-être mieux à faire, surtout après, oui, avec la draft de Klingan. Bon, je sais pas. Après Klingan, c'est encore. J'ai l'impression que la draft de cette année a un peu des profils. Ça passe ou ça casse entre Zakidi et lui, ou qui sont des profils. Où t'as l'impression que il y a Ouais. des gens qui évaluent les joueurs de draft qui sont très hauts ou des gens qui sont très bas. Il y a personne qui te dit, bon, je sais pas, ça sera un intermédiaire, quoi. Donc bon, à voir. Après, je sais pas si c'est aussi peut-être juste les gens de la draft qui aiment bien toujours être très haut ou très bas sur certains joueurs, mais j'ai l'impression que c'est les intérieurs de cette classe de draft poussent les gens à des extrêmes. Et puis le dernier, c'était Anthony Edwards. Sans de trop shooting plus. Aïe, aïe, Over aïe. ou under pour Ah, Anthony Edwards. Toi, t'avais dit over, j'avais dit j'espère over. Qu'en est-il d'Anthony Edwards pour cette année? et tu le sais toi ou tu le sais pas? Parce que moi j'avoue que je crois que c'est au-dessus, mais j'ai un mini doute. Je dirais Moi, je le sais. de tête je dirais 101. Oh, Et non, misère de c'est misère. c'est Misère de 99. misère. 99. On n'a pas perdu à beaucoup, 99. Donc en fait, on est sur le même niveau d'efficacité que depuis toujours, hein. Ouais. 99, 97, 99. Donc 99, qu'est-ce que ça veut dire? Moins 1% par rapport à la moyenne, par rapport à 100 qu'on fixe à 100 évidemment. Donc on n'a pas eu le saut d'efficacité, mais par contre on a eu pas mal d'améliorations un peu partout, je trouve. C'est-à-dire que bah, déjà le volume est plus grand, ok, mais même au niveau du passing c'est mieux, au niveau de défensif aussi c'est beaucoup mieux. On est passé d'un mec qui avait des flashs à un mec qui en fait est bon, je trouve, sur la régularité. On l'a vu en playoff, peut même être élite, hein, clairement. Donc pour le coup l'efficacité n'est pas encore trop là, mais ça s'améliore un peu partout, je trouve. Passing, drive aussi, d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais drive, c'est un Oui. peu meilleur quand il veut. Oui. Oui, oui. C'est peut-être juste une question de régime de tir où, bah, tu vois, on avait parlé ensemble dans la saison. Là, il y a un match Clippers fabuleux où il fait des drives de folie. Et sauf qu'après, il va prendre 4 pull-ups d'affilée et tu dis, mais non, quoi. Toujours pas. Non, ouais, c'est sûr. Bah, même en termes, tu vois, de ratio, tu vois, l'efficacité, tu peux aller potentiellement la chercher ailleurs, entre guillemets. Et quand tu vois son usage qui est passé de 30 à 33%, et son turnover percentage qui est passé de 13 à 11,5, en sachant que le volume de passe a lui aussi augmenté, t'as une certaine efficacité qui est allée dans peut-être le decision making, un petit peu balle en main en termes de passe et de dribble. Donc sur le tir, il y a encore du travail, mais sur le comportement peut-être avant le tir, il y a déjà une meilleure efficacité. Et je trouve que le volume de drive est assez parlant là-dessus. Et il y a des matchs où justement, je crois qu'il y a surtout une ou deux périodes où Gobert est blessé et il y a vraiment une espèce de five out autour de lui. Et c'est très impressionnant la capacité qu'il a à aller sur drive parce que bah du coup il
il a un premier pas assez dévastateur. Donc non, très bon. Et puis tu vois, un autre truc qui est assez remarquable, c'est sa progression pour provoquer des fautes aussi. Il est passé de 12 à 14 Oui. de shooting fall percentage. Bah c'est que 2% en plus, mais quand t'arrives autour des 15%, ça devient de très bonnes marques quand même surtout pour des arrières. Mais c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que il a la même efficacité générale, grosso modo, alors qu'il a jamais autant provoqué de lancers francs qui sont des tirs les plus rentables du basket, quoi. Mais Et par ailleurs, il a pas un trou d'efficacité à 3 points qui viendrait un peu compenser et tirer vers le bas. Au niveau des drives, au général, il s'est amélioré par rapport à l'an passé où il était milieu de tableau. Là, il s'approche du top 10, je crois, de mémoire. J'ai pas revérifié, mais il me semble que c'était un peu ça. Et même tu regardes un peu l'efficacité selon les zones, il est devenu très bon au panier, 37% à 3 points, bon voilà, c'est comme l'an dernier, 40% au niveau des longs tirs à 2 points, donc c'est pas mal, hein, 40%, c'est pas génial. Tu dis, mais en fait, il est bon partout, il est meilleur que l'an dernier sur certains points, pourquoi est-ce qu'on stagne au même niveau? Et en fait, comme souvent, c'est la question du régime de tir, en fait, avec lui. Enfin, pas que lui, hein, je veux dire, on a parlé du même cas avec Ingram, par exemple, qui est bon partout, mais comme il prend beaucoup de tirs à long tir à 2 points, quand il y a une rentabilité attendue très basse, finalement, c'est relativement aux autres, il est plus bas, il est juste au niveau moyen de NBA. DeRozan, c'est un peu, bon, c'est pas totalement pareil, DeRozan, mais il y a des cas comme ça un peu qu'on connaît bien. Après, voilà, je pense que il y a un peu cette frustration qui fait que pour moi, il y a encore un next step, largement. Mais c'est quand même notable pour moi de dire, bon, il a pas beaucoup évolué l'efficacité en soi, pas encore, ou la productivité plutôt pour mieux parler, mais c'est vrai que par ailleurs on a quand même un joueur qui je trouve est bien meilleur que l'an dernier, et ça c'est quand même un step-up je trouve assez notable, même au point que moi j'en parlais dans de la MIP en fait, hein, parce que pour moi c'est à ce point net que on a des améliorations un peu partout, et je sais que c'est pas comme ça que les gens voient le MIP, mais pour moi dans la catégorie, c'est pas juste le même joueur qui fait plus avec plus de volume, genre Maxey ou des mecs comme ça. Pour moi, Edwards est différent de la version 2023 et il est meilleur. Donc voilà, un peu, ça nous laisse une marche supplémentaire, on va dire, pour dans 3-4 ans. Peut-être qu'un jour, il va aller titiller les 105, 110 de True Shooting Plus, pardon. Donc plus 10% par rapport à la moyenne des scores d'élite. On l'attend en tout cas. Oui, 110, oui, d'accord. 110, c'est genre Butler la saison dernière, alors qu'il fait une saison complètement élite. Donc oui, bon, peut-être. Attends, 110, plus 10% par rapport à la moyenne. Je connais des joueurs qui ont passé toute la décennie au-dessus de ce niveau-là, hein. Genre James Harden, il fait toute la décennie des années 2010 au-dessus de 10%. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, moi, je le vois pas. Déjà, 105, ce serait énorme, en vrai. Oui, bien sûr. 105 avec un tel usage, ce serait déjà... Surtout si la défense et le passing continuent à progresser, à se stabiliser, on se retrouve avec un joueur top 10, top 15 NBA, quoi. Et pour finir, on a fini, mais si je te fais un over-under pour l'an prochain, un peu en avant-goût des over-under qui vont arriver, hein, en octobre, je pense. Ok. En avant-goût, premier over-under pour toi. Ok. Boston Celtics. Oh putain. 18,5 nombre de titres NBA en juillet 2025. Ça me fait faire over ou under? Ça me fait faire des pronostics maintenant. En vrai, C'est marrant parce que tu le prends en premier degré la question. Bah oui, tu me poses... oui, j'ai envie de dire oui. Je pense que oui. Parce que tu sais que t'as déjà une image de blasé, hein. Après 10 années à galérer, ça y est, vous avez gagné, et t'es arrivé sur le podcast en disant ouais, non mais c'est chiant les équipes qui gagnent et tout, donc maintenant t'as une étiquette. Non, mais par contre, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est le message que j'ai mis l'autre jour sur Twitter, parce que c'est un ami à moi qui est pas un grand fan de NBA, qui suit un petit peu par-ci par-là, et je savais même pas qu'il écoutait les podcasts du Basket Lab, et qui m'envoie un message, ouais, je tombe sur un épisode, et il parle d'un mec qui est blasé, comme par hasard, il parle de toi. Donc en fait, cette réputation de blasé va au-delà des frontières du podcast, je suis dévasté. Bon bref, voilà pour ce bilan. On a fait 2 heures, je pense pas qu'on ferait 2 heures. Je pensais vraiment 20 minutes. qu'on ferait 2 heures. Ouais. Bon voilà, ça nous fait un petit bilan d'over-under. On clôture complètement bilan, ça y est, c'est fini la saison 2024, on va passer à autre chose. Mais il fallait quand même la couvrir, on a quand même 4 mois d'intersaison, c'est pas pour ne pas en parler. Bref, en tout cas, merci beaucoup Azad d'être passé sur Basket Lab. Avec grand plaisir, et puis hâte de se retrouver pour soit le prochain over-under, soit peut-être un épisode du top 100. Je m'invite un petit peu, mais j'en profite d'être là pour m'assurer une place. Je laisse un blanc exprès. C'est terrible quand tu fais ça.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce grand bilan. Alors j'ai pas le score final, je crois, mais je crois que j'ai gagné au niveau des points au final. Non mais blague à part, c'est vrai que petit épisode un peu sympathique. On pensait pas faire 2 heures, comme dit. On pensait plutôt faire un truc un peu free flow, un peu détente, à la cool, une petite heure. Bon, finalement, on a eu pas mal de choses à dire, puisque il y a toujours des choses à dire en NBA. Ça qui est fascinant. Quand on regarde les matchs toute l'année, on a plein de choses à dire. Maintenant, on les dit, c'est l'intersaison, elle est là pour ça. Et puis nous, pour la prochaine fois, je pense qu'on va se retrouver peut-être, éventuellement, pour parler des Sixers et des Clippers autour du trade de Paul George. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.